Alors, le sujet de ce soir, comme on a dit, c'est de savoir qu'est-ce que c'est un minag d'abord, dans quelle mesure un minag, il est mehayevoti, il m'oblige à faire. Est-ce que je peux faire atar des darim dans Neder? Est-ce qu'on est obligé de continuer les darim? Voilà, nous maintenant on est venu de France, on vient en Eretz Israël, on ouvre des bâtés Knesset, des bâtés Midrash, etc. Est-ce qu'on doit continuer les minagim qu'on avait l'habitude de faire ou pas? Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est interdit? Comprendre tout ça, les attachés tout ce sujet-là. Alors déjà pour comprendre c'est quoi un minag? Déjà il faut savoir pourquoi Bichlal, le Ham Israël est obligé de continuer à faire la Torah. Il y a marqué dans Parashat Nitzavim, etc. Tous les Mefarshim posent la question, mais si les enfants ils sont pas là, comment en Bichlal on est obligé de continuer à faire la Torah? Une grande question dans les Rishonim. Rabbi Yitzhak Arama, qui est en Espagne, il dit dans son Sefer Akedat Yitzhak, il dit je vais te donner un machal. C'est quoi le machal? Il dit c'est comme quelqu'un, une fois il a sauvé le roi. Et le roi vraiment il a une dette envers lui. Il lui dit comme ça, il lui dit tant que tu feras ce que je te demande, je te ferai des tovot jusqu'à la fin des temps. Et je dirai à mon fils de te faire des tovot, etc. jusqu'à la fin des temps. Tant que tu vas remplir le contrat que je te donne maintenant, pour la tova que tu m'as fait, je suis prêt à te prodiguer du bien jusqu'à la fin des générations. Toi, tes enfants, tes petits-enfants, Atzov Koladorot. Il dit si les enfants ils remplissent la part du contrat que le roi il a donné à leur père, alors le roi il continue à leur donner. Et s'ils ne remplissent plus, alors c'est-à-dire que c'est eux qui perdent. C'est pas que l'alliance elle est annulée, mais c'est simplement que eux pour l'instant ils remplissent pas le contrat que le roi il leur a donné. Et donc c'est pas qu'on est obligé parce que Hachem nous a forcé. Simplement nous on a le choix à chaque génération de dire je fais donc je rentre dans l'alliance et je continue l'alliance donc je continue à jouir de tous les avantages que le roi il a promis à mon père ou pas. Pour ça c'est le machal on l'a compris. C'est que quand Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont dévoilé la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, et qu'après, pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a amené l'Am Israël en Galut Mitzrayim, et qu'il les a fait sortir pour recevoir la Torah, et qu'il leur a dit, si vous recevez la Torah, c'est bien, sinon, Sham Teiku Voatrem, il a mis la Torah, Kafalem Har Kegigit, comme un bol au-dessus d'eux, il a dit, c'est ou bien vous l'acceptez la Torah, ou bien vous allez tous mourir ici. C'est pour dire qu'en fait, il n'y a que vous, la Torah, elle a été donnée. Le monde a été créé par la Torah, par la Torah et pour la Torah. Istakel Boraïta ou Bar Alma. Il a vu la Torah, il s'est servi de la Torah qui est l'expression de sa volonté dévoilée, telle qu'on la connaît, comme dit le Ramchal. Parce que le Ratzon Hashem Amiti, personne ne peut le connaître. Mais ce qu'il a bien voulu nous dévoiler, c'est la Torah. Et donc, si on accomplit la Torah, alors tant mieux. Et donc on rentre dans cette alliance, on rentre dans ce contrat qui va nous donner du bien, comme on a lu dans la page de la semaine, et toutes les récompenses, etc. Ça va être quelque chose de surnaturel. Et si Chas Shalom non, alors le contraire. Et comme il dit le Ramban, c'est toujours l'extrême. Comment les peuples ils vont voir que l'Am Israël il est spécial? C'est ou bien dans l'extrême du côté bon, ou bien de l'autre côté Chas Shalom. Comme il dit le Maharal de Prague, il dit on sait que le monde il est séparé en minéral, animal, végétal, l'animal et l'être humain. Et même entre l'être humain et l'homme Israël, il y a une autre différence. De la même manière que si on va déraciner une herbe, ça ne va pas donner un minéral, ça va pourrir. Si on prend une plante, on l'arrache, ça va pas donner un caillou, ça pourrit et c'est fini. Il dit pareil, si on déracine le juif de sa Torah, ça va pas donner un homme normal, ça va donner pire. Et Dieu c'est pour une autre raison, parce que Baruch Hu, il a séparé au moment du Har Sinaï, il a donné à chaque nation un ange, mais il a mis, quand il a mis Kafa Aleem Har Kegigit, quand il a mis le Har Sinaï comme ça sur eux, il a mis le Ham Israël sous sa propre coupole, donc on n'a pas de mazal, on n'est pas comme les autres, comme ça qu'on dit de mazal Israël. On est, ou bien on rentre dans le sillon qu'Hachem il a creusé pour nous à travers l'accomplissement de la Torah. Et donc on reçoit tout le Shefa à travers la Torah directement de la part de Dieu, ou pas par un ange, ou bien on n'a pas d'ange, on n'a pas de mazal. Donc déjà c'est premièrement, voilà, pourquoi on est obligé de continuer à faire la Torah? Parce qu'en fait on rentre dans l'alliance, on décide de continuer à profiter des avantages du don de la Torah. Et ça c'est important parce que
certains poskim rapportent, Rabbi Yitzhak Harama rapporte ce Sefer Akedat Yitzhak par rapport au Nyan des Minagim. C'est vrai que c'est pas très, on va dire, habituel de commencer un cours de halakha par un méfarège de la Torah, mais il faut connaître cette idée-là. Maintenant, on commence, on rentre dans le vif du sujet, c'est la Gemara dans Maseret Psachim, Dafnoun Amud Bet, rapporte que les gens qui habitaient dans le village de Bishan, ils avaient l'habitude de ne pas faire le voyage vendredi entre la ville de Tzor et Sidon, au Liban, et Erev Shabbat, pourquoi? Pour mieux se préparer au Shabbat. Et donc ils faisaient pas, ils commerçaient pas, ils travaillaient pas. Et donc c'était une habitude qu'ils avaient déjà reçue sur eux. Et voilà que le temps passe, le matzav, la situation économique se détériore, ils viennent voir Rabbi Yochanan. Il lui dit, nos pères, nos parents, ils pouvaient prendre cette khumra sur eux, parce qu'ils avaient les moyens, la situation le permettait, etc. Mais nous, aujourd'hui, on a énormément de mal. On est obligé de travailler aussi le vendredi. Est-ce que tu nous permets? Et alors, il dit non. Kvar kiblou avotechem alem. Puisque vos parents, ils ont déjà reçu sur eux, vedirtiv al titosh toratimecha. Le fameux al torah titosh toratimecha, c'est Rabbi Yochanan qui le rapporte là-bas, qui est un passage dans Michelet. Il dit n'abandonne pas la Torah de ta mère. Bien qu'ils ont dit c'est nos parents, c'est nos pères, mais donc les farshim disent là-bas c'est qu'une asmarta, ce passage, mais bébête, les minagim on les prend du père. Mais en tout cas, on voit là-bas dans la Gemara qu'une habitude que les parents ont pris sur eux, on doit la continuer. Alors bien sûr, la question c'est est-ce que chaque habitude, si maintenant mon père il avait l'habitude d'aller tous les matins au mikvé, alors moi je suis obligé d'aller tous les matins au mikvé, ou c'est seulement une habitude comme ça de toute la ville, tous les Bnei Bishan, et les gens de la ville de Bishan, alors c'est seulement comme ça. Donc ça c'est une première Gemara. Il y a une autre Gemara dans Masechet Nedarim, il dit est-ce que ça existe? On connaît le lave de Lo Yahel Devaro, l'interdit de celui qui fait un neder, de ne pas transgresser sa parole. Alors elle dit est-ce que ça existe Lo Yahel Devaro Miderabanan? La Gemara dit oui, c'est celui qui transgresse son minag. Donc on voit deux mécorotes dans le chasse, deux sources dans le chasse, qui nous disent que premièrement, quand on voit qu'il y a un minag d'une ville, eh ben, on est obligé de le suivre, même si ça devient un peu difficile. Et deuxièmement, on voit que c'est même un interdit, au moins Miderabanan. D'après certains, c'est plus que Miderabanan, c'est ce qu'on appelle Divrei Kabbalah. Parce que quand Rachamim trouve une source sur laquelle s'appuyer dans les mots de la Torah, comme ici Lo Yahel Devaro, alors c'est au moins Divrei Kabbalah. Et la différence, c'est que si on a un safek, on devrait être mahmir. Comme si c'est un safek minatora, parce qu'on a un klal. Quand on a un doute, est-ce que quelque chose est permis ou interdit minatora, on est mahmir. Alors que quand il y a un doute, si c'est miderabanan, on est mekel. Donc voilà, ça c'est pour démarrer. Maintenant le Bet Yosef, dans le Yoredea Siman Reshut Dalet, il rapporte au nom du Rivash, Siman Shin Tzadik Tet, au nom du Ramban, qui dit que pour cette raison, alors si maintenant une ville, si une ville elle a pris sur eux un minag, les rabbins de la ville, ils ont décrété un minag sur une ville, ou bien les gens par eux-mêmes, ils ont commencé tous ensemble à faire une certaine khumra, alors tous les gens, ils sont obligés de continuer, tous leurs descendants sont obligés de continuer. Et on ne peut pas faire de Atarat Nedarim. C'est contraire. Pourquoi? Alors là, c'est là dans les Acharonim, ils se posent la question comment c'est possible, quoi. Si moi je prends quelque chose sur moi, et je peux faire, je vais voir trois rabbinim et je leur dis je vais faire Atarat Nedarim, ça marche, mais un éder que j'ai reçu par mes parents, ça je peux pas faire Atarat Nedarim. Alors il dit oui, parce que le Chavot Yair par exemple, il dit parce que même si les parents ils sont pas là pour dire qu'ils sont d'accord que tu vas annuler ce éder. Ça c'est une première explication. Deuxième explication, c'est que alors même si tu vas dire qu'un minag ça vient betorat neder, ça vient comme un neder qu'on doit respecter, mais là, c'est pire qu'un éder, puisque on voit que c'est un limoud spécial. Les Chachamim, ils ont trouvé ça dans l'Oyachel Devaro. C'est que c'est un interdit, c'est un nouvel interdit qui n'a rien à voir avec le neder. Donc il y a deux manières expliquées dans les Acharonim de ce rivage là qui a vécu il y a presque 700 ans, qui était en Algérie. Et ils disent que comme ça ou comme ça, on peut pas faire Atarat Nedarim. Pour un minag d'une Keïla, c'est-à-dire si toute la Keïla, si toute la ville, elle avait l'habitude de, par exemple, ne pas manger des kitniot, par exemple, ne pas travailler Erev Shabbat. Il y a des keilot, par exemple, que Erev Pessah, ils ne travaillent pas toute la journée, pas seulement depuis Chatzot, que ça sur Minadin, il y a marqué celui qui travaille après Chatzot, même on le punit, etc. Mais il y a des keilot qui ont pris sur eux de ne pas travailler toute la journée. Donc, on doit continuer.
C'est sûr que les gens qui sont dans cette ville, même s'ils ne sont pas dans la génération qui a pris sur eux de faire cette khumra-là, on est obligé de continuer. Ça, c'est une première sorte de minag. On va dire, c'est quoi? C'est une khumra que les parents ou les rabbanim, ils ont pris sur eux, et donc on est obligé de continuer. Il y a une deuxième sorte de minag. Et donc les haronim disent bien entendu, ça c'est valable que pour une kabbalat rabbin, que pour un minag qui est pour toute la ville. Mais si c'est quelqu'un, il a pris une khumra sur lui-même, alors ça engage que lui, même ses enfants, ils sont obligés de continuer. D'accord? Maintenant, excusez-moi, c'est s'il reste que dans la ville, s'il va... on va y arriver. Ouais, c'est une bonne question. Bonne question. Donc première chose, c'est une khumra. Maintenant, le Maharik, Rabbi Yosef Kolon, qui était à Chambéry il y a à peu près 550 ans, et qui est rapporté aussi dans le Beth Yosef, il nous dit que c'est quoi un minag? C'est que quelque chose qui a été institué par les Chachamim, ou par des gens qui pratiquent la Torah l'Israël comme il faut, et que les Chachamim ont donné leur accord. Et on dit que c'est un bon minag. Mais si c'est quelqu'un qui connaît rien à la Torah, qui commence à inventer un minag, c'est sûr que c'est une force, et là on parle de minag tarout. Et les fameuses choses que des fois on vous entend, tu continues les minagim, et les minagim c'est otiot gehinam, minag otiot gehinam, ou des trucs comme ça, qui est marqué dans Maseret Dereret. Ça c'est pour un minag qui n'a pas été institué par les Chachamim. Mais c'est sûr que le minag en soi, comme il dit le Rambam dans Ilchot Shmita et Yovlot, lui il a fait son calcul pour déterminer c'est quand l'année du Yovel, c'est quand l'année de la Shmita, etc. etc. Il dit ça c'est mon calcul. Mais je vois que les Géonim, qui sont venus avant moi il y a 200 ans, ils ont fait un autre calcul. Bien que je ne le comprends pas, je fais comme les Géonim. Pourquoi il dit? Parce que à Minag ou à Moud Gadol Baora, le Minag, c'est un pilier dans la manière de trancher la halacha. Donc des fois, on ne comprend pas, puisqu'on a le principe de Yeridat Adorot, que plus on s'éloigne du Har Sinaï, du nom de la Torah Har Sinaï, et plus la compréhension de la Torah, elle diminue. Alors, on a l'obligation de bien de s'annuler ou bien de comprendre au maximum pourquoi les Chachamim d'une époque antérieure, ils ont tranché ou ils ont institué tel ou tel minag. Parce qu'il faut dire, voilà, si comme la Gemara dit, si nous on est des hommes, alors les anciens c'est des anges. Et si les anciens c'est des hommes, alors nous on est des ânes. Il faut comprendre, il faut comprendre, avoir un peu de hanava et de dire nous on n'est rien par rapport aux Rishonim. Donc ça c'est le Marik qui dit que Yosef Kolon qui dit qu'un minag, c'est ce qui a été institué par les Chachamim. Maintenant, il y a une deuxième sorte de minag. Par exemple, là, vous savez que toute la halacha découle de la discussion qu'il y a dans le Talmud, qu'il y a dans la Gemara. On étudie la Gemara, par exemple, la Mahloket entre Abaye et Rava. Le Rambam, il va expliquer comme ça. Le Rashba, il va expliquer comme ça. Le Ritba, il va expliquer comme ça, etc. etc. Si maintenant, une communauté elle fait ce qu'elle fait parce que leur Rav c'était un tel qui a expliqué la Gemara de telle et telle manière, on n'a pas du tout l'obligation d'annuler notre minag, même si le Shulchan Aruch il n'a pas tranché comme ça. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch lui-même, dans l'introduction du Beth Yosef, dit moi je suis pas venu pour annuler tous les minagim de toutes les Kehilot, mais je suis là pour les renforcer. Simplement j'ai écrit un sefer pour celui qui ne connaît pas son minag. Ou des fois les gens ils n'ont pas de minag ou des fois ils ne connaissent pas leur minag, alors il y a un sefer qui est tout prêt à trancher la halakha dans n'importe quel sujet. Et il répète ça aussi dans les Chot Trefot, parce que là-bas il y en a qui veulent expliquer que ce qu'il a dit dans l'introduction du Beth Yosef c'est que pour les Chumrot, mais dans les Chot Trefot il dit même pour les Koulot, il dit si tu vas trouver des Koulot qui sont Mekel, pas comme ce que je te dis ici, c'est qu'ils s'appuient sur la vie de un tel et donc ils ne sont pas obligés de changer. Donc on voit que le Beth Yosef il a écrit le Shulchan Aruch que s'il n'y a pas de minag. D'accord? Mais on va revenir après sur ce sujet-là. C'est rien que pour vous montrer les différents types de minag. D'accord? Maintenant, il y a des minagim qu'on dit qui sont minag tarout. Par exemple, certaines personnes, Motzei et Pessah, ils allaient déjà, avant la fin de Pessah, ils sortaient le Hametz, ils allaient acheter le Hametz. Ça, par exemple, ça c'est un minag tarout, par excellence. D'accord? On ne va pas chercher maintenant à justifier l'injustifiable. On va juste essayer de trouver est-ce que les habitudes qu'ont eu les communautés, est-ce qu'elles trouvent une source dans la discussion talmudique, dans les Rishonim, etc., etc. Mais on ne va pas essayer de justifier des Isurim, Hamourim, Mefourachim qui sont écrits clairement en noir sur blanc. On va pas essayer d'annuler la Torah. D'accord?
Quatrième sorte de minag, c'est des minagim qui ont été institués pour un besoin précis dans un endroit ou une époque précise. Par exemple, on sait tous qu'en Afrique du Nord et en Maroc, en Algérie en particulier, par exemple, à Mincha, ils ne faisaient pas la Chazara. Ils ne faisaient pas la Chazara Tachatz. Pourquoi? Parce que le Rambam, il a toute une responsable pour dire que quand on fait la Chazara, les gens ils n'écoutent pas, les Talmidei Chachamim ils étudient, les Améares ils parlent, c'est le brouhaha, personne ne répond Amen. Ils disent c'est Hilul Hashem. Et c'est rapporté dans le Kolbo, etc. Même Rabbi Udayash il rapporte ça. Et non, la majorité des Keilot, ils ne faisaient pas la Chazara Tachatz. Maintenant, on va dire la moelle épinière, la colonne vertébrale, on va dire, de cette halakha, de ce éther-là, c'est parce que, en fait, les Chachamim, quand ils ont institué la Chazara, c'est parce que les gens ils comprenaient l'hébreu, mais ils ne savaient pas lire. Alors, au moins, quand le Sheler Tzibour, il disait Baruch Baruch et Amen, ils étaient Yotse, même sans savoir lire. Mais ils comprenaient l'hébreu. Mais les Chachamim de l'époque, ils ont dit aujourd'hui, les gens ni ils savent lire, et ni ils comprennent l'hébreu. Donc, de toutes les manières, Mikaradin, on n'est pas tour. Mais donc, et comme on voit que de toutes les manières, les gens ils font n'importe quoi pendant la Chazara, donc il vaut mieux l'annuler et faire Chazara Ktsara. Alors bien que le Beit Yosef dans Ilchot, Mincha, Tfilat Mincha, il dit que les sages de Tzfat, il y a déjà 500 ans, ils ont annulé ce minag, ils ont fait un chérem pour celui qui continuera à ne pas faire de Chazara. On voit qu'en Afrique du Nord, on a continué à faire ça. Mais maintenant qu'on est en Eretz Israël par exemple, alors on sait parler en hébreu. Donc le Ikar, le fondement de ce éther n'existe plus, parce que le Iker, c'était parce que les gens ne comprenaient plus. Aujourd'hui, on comprend. Donc déjà, on ne peut plus être sommaire sur ça. Donc il faudra vraiment s'efforcer à faire la Chazara. Et même si on ne comprend pas pourquoi, comme dit le Kafarim, à chaque fois que les Chachamim, ils ont institué quelque chose, il y a ce qui est dévoilé, il y a ce qui est caché. On sait, comme le Harizal dit, que le niveau de la Chazara, il est beaucoup plus haut que le niveau de la Tfila Belachach, etc. Donc on doit vraiment être mitkaven, écouter le Sheler Tzibour, répondre Baruch Baruch Shemo Amen, parce que notre Tfila, elle arrive à un endroit encore plus élevé dans les mondes supérieurs, dans les Olamot, que la Tfila de l'Achach. Donc ça c'est, en gros, 4 sortes de minag. On pourrait trouver encore plein d'exemples, peut-être qu'on donnera à la fin encore quelques exemples pour chaque minag, mais en gros c'est 4 minag. Alors, maintenant pourquoi il y a différents minagim? On pourrait se poser la question pourquoi on a une seule Torah, comme certains diront la Torah est une. Alors pourquoi il y a tellement de minagim? Pourquoi il y a tellement de différences? Pourquoi Hachem nous a donné une seule Torah? Alors il faut savoir que le Hatam Sofer, dans Parashat Shoftim, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit Shoftim, Veshotrim, Titen Lecha, Vishaecha, Lishvatecha, ou Shvatem, Mishpat Tzedek. Il dit c'est quoi Lishvatecha? Pour ton chevet. Et alors il rapporte les paroles connues du Harizal qui dit que pourquoi chacun il doit garder son Nusach Hatfila, pourquoi chacun doit garder son rite de prière. Un Ashkenaz doit prier comme les Sfaradim ou comme un Italien, etc. Ou en Chabad, il ne faut pas d'un coup que je devienne Chabad et prier comme les Chabad. Pourquoi? Il dit parce que dans le ciel il y a 12 portes et chaque tribu elle a sa porte pour que cette fila elle arrive au ciel. Et si maintenant je vais changer, il dit il y a un risque que la tfila elle monte pas, parce que les Chachamim ils ont vu que chacun il a le Shoresh Neshama de ses parents, et donc quand les Chachamim qui ont institué le rite de la tfila de ce chevet là, alors ma Neshama elle passe, les mots de ma tfila ils passent par ce chemin là. Et ça c'est pour la tfila, ça c'est quelque chose de connu que le Harizal il ramène. Mais c'est pas seulement pour la tfila, il dit c'est aussi pour le Limud Torah. Il dit de la manière qu'il y a 12 portes pour la tfila, il dit il y a 12 manières, 12 ayun à Torah. Il y a 12 manières d'étudier la Torah. Et 12 manières de trancher la halakha. Et si maintenant, quelqu'un qui fait partie du Shevet, Reuven par exemple, il va aller voir un rave du Shevet, Lévi, et il va lui demander la halakha, et ben il dit, il risque de se tromper parce qu'ils n'ont pas le yun qu'il faut pour trancher selon le Shoresh Neshama du Shevet Lévi, du Shevet Reuven. À part le Sanhedrin Agadol, qui lui, il est Kolel Kulam, comme le Harizal dit qu'il y a un char à Kolel, les 13 comme les 13 attributs, le 13e qui est Kolel, tous les 12 premiers. Mais il dit, mais ça on ne peut pas connaître. Alors certains disent que le Noussar du Harizal, c'est celui-là. Mais le Harizal lui-même, il dit, c'est pour ça que chacun il doit garder le Noussar de ses parents, parce que il y a la Chazaka que s'il est né dans tel et tel endroit, et que ses parents viennent tel et tel endroit, lui il doit garder ça. Alors ça, c'est le Hida qui dit ça. Parce qu'il fait une extrapolation en disant que le Noussar des Sfaradim c'est le Noussar du Harizal, mais c'est pas exact. C'est pas exact parce que le Noussar des Sfaradim
On reviendra plus tard. Par exemple, l'Espagne elle-même a été partagée en deux régions, la Castille et la Catalogne. Et là, on voit que le Noussar de Catalogne, il n'a rien à voir avec le Noussar de Castille. Et on verra plus tard, par exemple, en Algérie et en Tunisie, des Sfaradim qui descendaient de Catalogne. Alors qu'au Maroc, c'est des Sfaradim, et en Turquie, c'est des Sfaradim qui venaient de Castille. Donc c'est pas aussi simple que ça. Ce qui est sûr, c'est que le Noussar Sfaradi, pas Sfard, Sfaradi, il est à l'origine déjà plus proche que ce qu'on appelle aujourd'hui le Noussar du Harizal. Et donc, comme c'est déjà plus proche à l'origine, bien qu'il y a des changements, alors par extrapolation, le Khida il a dit le Noussar Sfaradi passe par les 12 bordées. Bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là maintenant, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit si le Khatam Sofer il dit si quelqu'un il va voir le Beddin d'un autre Shevet, alors ça ne va pas sortir ou Shvatem Mishpat Tzedek, ça ne va pas sortir Mishpat Tzedek, c'est seulement si tu vas voir l'Ishvatecha, le Beddin qui est dans ton Shevet, que là, il va savoir trancher la halakha pour toi. Donc, moi, l'importance, c'est pas un inconvénient, c'est pas quelque chose de mauvais. Dans la Torah, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs manières d'étudier la Torah. Et donc, on ne va pas appauvrir la Torah en disant on doit tous faire pareil, on doit tous être les mêmes. Mais au contraire, chacun il a son approche. C'est pour ça que il a fait 12 portes dans le Beth Amikdash, 12 Shvatim, 12 heures de la nuit et du jour, etc., etc. 12 constellations. Et on peut continuer longtemps comme ça. Donc c'est pour dire que en fait c'est chacun qui vient compléter l'autre. Comme une fois quelqu'un est voir le Havetz Chaim, il me l'a dit pourquoi il y a les Hasidim, les Sfaradim, les Hongrois, les Polonais, les Yékés, on comprend plus rien, les Thémanim, mais on comprend plus rien. Et il dit c'est comme dans une armée, tu peux pas tout le monde peut être tankiste, il faut des tankistes, il faut de l'armée de l'air, il faut la marine, il faut les carabiniers, etc. L'armée elle est parfaite que quand il y a tout le monde est à sa place. Et pareil nous, ou comme un orchestre, chacun, on ne va pas tous jouer avec le même instrument. Si on veut que la symphonie elle sorte comme il faut, chacun il a son rôle précis. Donc déjà on ne doit pas s'annuler dans la masse pour dire ouais, on va tous faire la même chose. Donc il faut distinguer entre la notion de hardout, de l'union, et de achidout, qui est tous les mêmes. Achidout, c'est un appauvrissement de la Torah. On ne nous demande pas d'appauvrir la Torah et d'oublier notre patrimoine qu'on a porté avec nous pendant 2000 ans d'exil. Au contraire, on demande à chacun d'apporter ce qu'il a appris avec lui et ce qu'il a été mechadesh avec lui et de le faire en Eretz Israël. Bon, ça c'est pour l'idée. Maintenant, comment ça marche dans la halakha? Il a essayé d'instituer un Noussar Achid. Ouais, mais c'est pour ça que les poskim n'ont pas été d'accord avec lui. Alors on va dire, et lui-même il rapporte le fameux Harizal que je vous ai dit, et il dit non, il faut laisser les 12, il faut laisser comme ça. Même à un moment, Rav Uziel, Rav Metzion Uziel, qui était un Gaon Atzum, qui a écrit une centaine de Sfarim, qui était le Rishon LeZion, le premier Rishon LeZion à l'époque de la création de l'État d'Israël, et qui était le Nassi de Yeshivat Porat Yosef, il a dit pour faire plus d'union, on va faire une seule shrita comme les Ashkenazim à Yerushalayim. Et le Rav Kook lui-même, il a dit non, si tu annules la shrita des Sfaradim, moi je vais faire une shrita pour les Sfaradim. Parce que chacun il doit garder ses habitudes, chacun il doit garder sa halakha. Il ne faut pas essayer d'être ce qu'on n'est pas. D'accord? Maintenant, tu peux mener un lit? C'est fait? 100 cm. Ouais. Maintenant, une autre idée pourquoi c'est tellement important de garder les minagim. Alors le Mahari, il dit par exemple sur les Ashkenazim qui font très très attention, encore plus que les Sfaradim au Kitniot, il dit parce que puisque maintenant on sait que c'est un interdit au moins Midei Rabbanan, et on sait que celui qui transgresse même un interdit Midei Rabbanan, la Gemara elle dit au début de Maseret Brachot, que celui qui fait exprès de retarder la Kriyat Shema d'Arvit après Chatzot, il est Chayav Mita. Pourquoi? Parce que ouvert al divrei Chachamim. Parce que celui qui offense les paroles des Chachamim, qui est prêt à casser les paroles des Chachamim, alors c'est-à-dire que finalement c'est sûr qu'il va transgresser la Torah. Le Ramchal, dans son Sefer des Hachem, il dit les 613 mitzvot, c'est comme un arbre. On ne connaît pas tout, on connaît pas l'importance
plus que telle mitzvah ou mitzvah. Bien que le Rambam il dit que selon la punition, on peut connaître l'importance de chaque mitzvah. Mais on dit on ne comprend pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de la même manière que dans un arbre, il y a le tronc, il y a les branches principales, les petites branches, les feuilles, etc. etc. Il dit pareil, les 613 mitzvot, c'est comme ça. Il y a le tronc, et il y a les branches principales, et pour arriver à des petites branches et des feuilles, etc. etc. Il dit les mitzvot des Rabbanan, c'est comme la première couche de feuilles. Il dit si on va s'attaquer, si on va toucher une feuille, déjà on a déjà altéré le Etzraïm. La Torah c'est Etzraïm, Etzraïm il a Mahazikimba. Si déjà on a touché ne serait-ce qu'un poil à la Torah, alors déjà c'est pas la Torah qu'on a reçue hors Sinai, c'est que la Torah, je crois qu'il nous a donné la Torah chez Birtav ou Torah chez BLP qu'il a donné à Moshe Rabbeinu, même ce qu'un Rav à la fin des temps il va être Mechadesh, comme marqué dans ma Sechet Chagiga, il a donné à Moshe Rabbeinu, après ça s'est transmis de génération en génération. Alors celui qui va toucher à une chose midera banane, c'est vrai que les Khamim sont très très sévères, ils disent que quand on verra le Khamim Chayav Mita. Alors le Maharil il dit celui qui montre qui montre qu'il peut complètement annuler les minagim, par exemple annuler le minag des knitniot, Hayav Mita. Bon, on peut dire que c'est la Shon Guzma. C'est un peu il a dit ça vraiment pour faire peur aux gens, pour exagérer, pas pour montrer que c'est quelque chose d'important. Mais ce qui est sûr, comme on dit, c'est qu'au moins c'est un interdit midera banane et peut-être plus. D'accord? Le Rabbi Yaakov Sasportas, qui était. Sur le mari, parce que le mari, il a été matznik et t'as dit sa fille elle est morte. Il a dit que c'est parce qu'il avait changé les minagim. L'air de la tfila. Il y a une oreille, il a dit c'est la punition qu'il a changé les noussards de la tfila. Parce qu'il a changé l'air, même pas le noussar, il a changé l'air de la tfila quand il était chazan, avec Bour. Donc il a dit, c'est vrai qu'il a dit, il a compris, il a pris ça comme un jugement divin. Il a dit parce que j'aurais jamais dû changer les minagim. Rabbi Yaakov Sasportas, qui était à 17 ans Dayan de la ville de Tlemcen. Après, il est parti à Amsterdam, ce qui était le premier à déceler la gravité de Shabtai Zvi, Marchemo. Avant tous les rabbanim ashkénazes, c'est le premier à dire Shabtai Zvi c'est un imposteur, qui était un très grand possèque, un très très grand Mekoubal, Rabbi Yaakov Sasportas, et finalement qui est devenu Rav à Londres. Il a été demandé au roi après 400 ans où les Juifs n'avaient pas le droit de mettre les pieds en Angleterre. Depuis l'époque des Tosfot, Rahman Glia, il n'y avait pas de Juifs en Angleterre. Il est parti personnellement, il a fait le voyage pour demander au roi la permission de permettre aux Juifs de revenir en Angleterre. Et le roi lui a permis, donc finalement il est devenu Rav de Londres. Et lui il a écrit une chouva, et les gens lui posent la question, il dit voilà, depuis que Shabtai Zvi est venu, bien qu'on a remarqué que c'était un imposteur, mais il y a certaines choses de bien qu'il a quand même instaurées. Par exemple, avant, nous, les Sfaradim, on n'avait pas l'habitude de faire Birkat Kohanim tous les jours, et encore moins, tous les Shabbats, et encore moins tous les jours. On faisait que les Shalosh Regalim, comme ce qu'ils font les Ashkénazes aujourd'hui en Chutz-Laret. Mais maintenant, les gens, ils ont. Comme tous les émissaires de Shabtai Zvi, ils sont partis dans toutes les communautés, et ils ont dit que c'est bien de faire le Birkat Kohanim Shabbat. Donc maintenant, on a pris cette habitude sur nous. Alors, est-ce qu'on doit l'annuler ou est-ce qu'on doit le garder? Parce que finalement, Meikaradin, c'est bien de faire tous les jours. Donc c'est pas quelque chose de mauvais. Et maintenant, entre-temps, on l'a pris sur nous. Alors est-ce qu'on peut le continuer ou est-ce qu'on peut y aller? Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, s'il y a un minag de ne pas faire même le Shabbat, et encore moins les jours de Chol, mais seulement un truc, c'est que les Khamim, nos Rabbanim, ils avaient leur raison. Bien que le Beth Yosef, il essaye à tout prix de dire c'est bien de faire comme le minag Eretz Israël et d'Égypte, de le faire tous les jours. On va pas maintenant rentrer dans la Sougia, mais il dit c'est sûr qu'il y avait une raison. Il dit maintenant si on va changer, on va transgresser le assez de Gvod Hatzibur. Donc il y a un yesod là dans les paroles de Rabbi Yaakov Sasportas, c'est que quand on change le minag d'un Kahal, on transgresse une assez de Gvod Hatzibur. Si on a Gvod Abriot, ils ont été très méticuleux de faire attention à l'honneur d'une créature, même d'une seule personne. Kalva Homer, on a faire attention au Gvod Hatzibur. Parce que si on va remettre en question les paroles que nos Chachamim ils ont dit la génération passée, celle d'avant, etc., alors il n'y a plus de kavod, chacun il peut faire ce qu'il veut. Et dans le même ordre d'idée, Rabbi Yehuda Ayash, il écrit dans son shoot Bet Yehuda, il dit il faut faire très très attention à ne pas annuler les minagim, parce que si chaque communauté, si chaque rabbin à son époque, il va commencer à annuler les minagim du jour d'avant, ça va faire que les gens ne vont plus écouter les rabbanim. Parce qu'ils vont dire non, comment il dit ça? Moi, mon père il faisait pas comme ça. Et mon rav il disait pas comme ça. Et on a fait comme ça pendant 500 ans. Alors comment lui maintenant il dit autre chose? C'est pas possible. Donc il dit si on va faire comme ça, Yé Torah Hadasha Bechol Dorvador.
les gens ils vont plus écouter Rabbanim parce que chaque jour, on va dire c'est une nouvelle Torah. On s'est trompé, on a toujours fait comme il faut pas. C'est pas possible. Donc, pour cette raison-là, il ne faut pas changer les minagim. Il ne faut pas changer les minagim. Maintenant, on a demandé tout à l'heure est-ce qu'on peut faire Atarat Nedarim sur les minagim. Alors, il faut savoir que la majorité des Rishonim disent qu'on ne peut pas faire Atarat Nedarim. Et d'après la majorité des Aharonim, ils comprennent dans le Bet Yosef qu'on ne peut pas faire Atarat Nedarim quand il s'agit d'un minag d'une communauté. Cependant, dans le Shulchan Aruch Yoredea, dans le Pitrei Teshuvah, il rapporte au nom d'un responsable qui s'appelle Zichron Yosef, et il dit ça c'est valable seulement si les enfants ils ont commencé à faire l'habitude des parents. Mais s'ils n'ont jamais commencé à faire l'habitude des parents, alors ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas pris par le minag. Ce à quoi le Rov des Aharonim, ils disent non, c'est pas possible puisqu'on est pris par le minag, comme il nous a dit, le rivage, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, il a dit que, il a rapporté au nom du Ramban, que quand il y a une minag d'une ville, on est obligé de le continuer. Pourquoi? Il dit ça ressemble au Har Sinaï. De la même manière que nos parents, ils ont reçu, nos arrière-grands-parents, ils ont reçu la Torah au Har Sinaï, et l'on est tenu de la continuer. Ou de la manière que les Chachamim à l'époque de Purim, ils ont institué de lire la Megillah, de faire Matanot Levionim, etc., etc. Et nous, on est obligés, parce que c'était les Chachamim de l'époque. Il dit pareil, les minagim d'une ville, elles obligent la ville, elles sont mechayev, toute cette ville-là, jusqu'à la fin des temps, qui veulent comme un minag. Et on ne peut pas faire d'Atarat Nedarim. Pourquoi? Parce que de la manière qu'on ne peut pas faire d'Atarat Nedarim, de dire maintenant on va faire Atarat Nedarim, de plus lire la Megillah, ça y est, c'est fini, c'était avant, on n'a plus les forces. Alors pareil, on ne peut pas annuler les minagim. Que ce soit des chumrot, que ce soit la manière comment ils ont étudié la souya, que ce soit une koula, etc. Maintenant, et donc ils mettent la majorité des poskim, et comme ça ils tranchent qu'on n'a pas le droit de faire Atarat Nedarim. Alors vous allez me dire maintenant, Ravovadia par exemple, il tranche qu'on a le droit de faire Atarat Nedarim quand on vient en Israël, par exemple sur les Kitniot à Pessah. Alors celui qui va prendre toutes les sources que Ravovadia il a rapportées là-bas, on va voir qu'en fait il rapporte des sources qui disent que c'était pas. Et il rapporte des rabbinim que dans leur ville, c'était pas toute la ville qui faisait attention aux Kitniot. C'était seulement certains. Mais si on sait que toute la ville faisait attention à ça, alors ça va être interdit. Alors pareil, nous, en Afrique du Nord, on sait que plus ou moins, sans rentrer trop dans les détails, je vous invite à lire ce que j'ai écrit sur le sujet. Dans telle ville, on faisait attention au riz, dans telle ville, on ne mangeait pas le sucre, dans telle ville, on faisait attention à toutes les légumineuses sèches, etc., etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'était qu'à chaque fois, c'était un minag de la ville entière. Donc on n'a pas le droit de l'interdire. Par contre, on a dit tout à l'heure qu'il y a certains minagim qui ont été instaurés que pour le besoin de la génération à telle époque et à tel endroit. Mais si maintenant ce minag il n'a plus lieu d'être, alors ça ne sert à rien. Par exemple, on a tous vu nos grands-mères qui à Pessah, ils ne prenaient pas le sucre, ils prenaient le café avec la date. Aujourd'hui, on sait que la manière de fabriquer le sucre, il n'y a plus aucun problème comme avant, parce qu'en fait, la raison pour laquelle les Sfaradim ils font attention aux Kitniot, c'est pas comme les Ashkenazim. Les Ashkenazim disent parce que quand on fait de la farine de légumineuse, ça ressemble à la farine de blé. Donc pour cette raison, et seulement pour cette raison, ils disent ça, c'est sûr. Même si on est certain 1000% qu'il n'y a pas de Hametz, les Ashkenazim vont dire c'est assourd pour nous. Les Sfaradim, c'est pas la même chose. Ils arrivent parce que dans la manière de fabriquer, de processus de fabrication ou dans le processus de la hovala, de transport ou de stockage, il y a les sacs de farine, les sacs de blé, ils étaient à côté des kitniot, etc. Donc il pouvait avoir un problème de mélange. Aujourd'hui, on sait par exemple que il y a des critères très stricts, par exemple dans les usines de sucre, et il n'y a plus aucun rachash qui a un mélange de chametz. Alors les poskim déjà ils ont écrit, comme j'ai rapporté, mais les poskim de l'Afrique du Nord ils ont dit par exemple pour les sésames ou le sucre, il n'y a plus de problème. Donc là, pour chaque minag, des fois il faut voir au cas par cas. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Est-ce que la raison pour laquelle les Chachamim ils ont institué tel et tel minag est valable aujourd'hui ou pas? Il ne faut pas suivre les yeux fermés bêtement. Même les kétiotes peuvent bouger, ça veut dire? Oui. Pour nous les Sfaradim, on peut arriver à manger des kétiotes de la Krina? Oui. Si on sait par exemple que, moi je sais pas moi, les lentilles, et le processus de fabrication des lentilles aujourd'hui il n'y a plus aucun problème. Alors il n'y aura pas de problème. Le riz, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, même quand il y a une Théouda de Kashrut, j'ai parlé cette année encore, j'ai parlé avec plusieurs Majdichi Kashrut, qui m'ont dit qu'en faisant la bdika même 3 fois, on trouve encore des grains de blé. La raison pour laquelle ils faisaient ça, c'est parce que si on ne va pas bien faire la bdika, alors on va cuire un grain de blé qui est à l'origine du blé, c'est pas Hametz, mais si on va le cuire, il va être au contact de l'eau, il va s'éclater, ça va dire du Hametz. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, il y a lieu d'être mahmir
à moins de vraiment être macpid. Mais on voit que nos parents, nos rabbinis, ils n'ont pas voulu être mékel, ils n'ont pas voulu permettre, même en faisant plusieurs fois l'abdika. À part en Tunisie, que là-bas c'était le riz, c'était l'aliment de base comme en Chine. S'ils n'ont pas de riz, ils ne peuvent pas manger. Alors les rabbinis ont dit bien qu'on interdit. On interdit les autres kitniyot, mais le riz on ne peut pas interdire. D'accord. Ah, c'était l'aliment de base. Super. Maintenant, Il faut faire attention avec les après. alors non, bonne question. Pourquoi? Parce que nos parents ou nos rabbinim, ils ont pris cette khombra sur eux que parce qu'il y avait cette raison. Ils battaient la siba, battaient la minag. Vous voulez dire le riz maintenant parce qu'il n'y avait que ça. Maintenant qu'il n'y a pas que ça, pourquoi on ne l'interdit pas pour les Tunisiens? Ah, bon, on va pas être mechadesh en interdit. On va pas être mechadesh nous aujourd'hui en interdit, mais en tous les cas, ça s'annule par lui-même. C'est une bonne question. Sans Ataradé Darim, par exemple, Rabbi Masoud Cohen, qui était Rav à Entemouchen, qui était le beau-frère du grand frère de Baba Saleh, Rabbi David Abou Khatera, et il écrit dans le Shoot Pirkei Keuna, il dit moi j'ai fait des recherches, je suis parti dans les usines, etc. pour le sésame, je vois qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun problème, on permet. Il n'a pas dit qu'il faut faire Ataradé Darim. Pourquoi? Parce que Ataradé Darim, c'est quand j'ai un éder sur moi et je veux l'enlever. Alors on a dit que pour un éder d'un Yachid ça marche, pour un éder d'un Rabbim d'une communauté ça marche pas, mais si la raison pour laquelle on a pris ça sur nous, ça s'est annulé, il n'y a même pas besoin de faire Ataradé Darim. Et par contre, une khombra que tout l'âme Israël a pris sur lui. Alors là, on rentre dans le cas de ce qu'il dit le Rambam dans Ilchot Mamrim. Il dit si les rabbinis de génération, ils ont instauré quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah, mais ils l'ont instauré parce qu'ils ont vu le besoin de la génération, que ce soit une khombra ou quelque chose comme ça. Alors il dit et que ça s'est effectivement propagé dans toutes les galouillots, dans tout l'âme Israël. Alors on ne pourra jamais l'annuler. Personne ne pourra l'annuler parce que on rentre sous le coup de la halakha qui est marqué dans Maseret Megillah, qu'aucun Bédine ne peut annuler les paroles d'un Bédine qui est plus grand que lui en nombre ou en chorma. Et comme on dit tout à l'heure, plus on s'éloigne dans les générations, plus on s'amoindrit dans la chorma. Donc finalement, on peut pas annuler même un minag qui a été accepté dans toute l'âme Israël, on ne pourra jamais l'annuler. Même si Batel la Siba, même si la cause pour laquelle ils avaient pris cette chose-là, elle s'est annulée, là c'est le seul cas pour lequel on ne pourra pas annuler. D'accord? Certains ont vous donné le truc des kitniyot, mais les autres poskim disaient voilà, ça s'est pas propagé partout. Mais il y a des. Par exemple, la Gemara elle dit pour le Yom Tov Sheli Shel Galouyot. Aujourd'hui, on sait très bien, on connaît la lunaison, etc. On sait très bien que c'est quand Rosh Chodesh. Et en plus, on s'appuie sur les lois du calendrier. On n'aurait pas besoin de faire le Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Pourquoi on continue de le faire? Parce que le Sanhedrin, à leur époque, il l'a institué. Et il n'y a aucun Bédine qui a la force de l'annuler. Et on revient sur les paroles du Kafaraïm, qui dit qu'à chaque fois que le Sanhedrin a institué quelque chose, il n'y avait pas que le côté niglé, dévoilé de la chose, il y a aussi le côté nistar. Et on sait qu'en Chutz La'aretz, comme disent les Sfarim, que la lumière de Yom Tov qui se dévoile, elle met plus de temps, on met plus de temps pour la capter, alors on doit faire 2 jours. Ouais, soit dit en passant, sans rentrer trop dans les détails. Maintenant, donc tout ça c'était, on a parlé des minagim en général. Maintenant, la halakha en Afrique du Nord. Comment on tranchait la halakha en Afrique du Nord? Alors il faut savoir alors comme on a dit tout à l'heure, il faut savoir qu'en Afrique du Nord, il y a eu des Juifs qui sont arrivés là-bas depuis l'époque du deuxième Beth Amikdash. Maintenant, la majorité, on va dire 95% de ces communautés-là, elles ont été décimées au XIe siècle, quand il y a eu la tribu musulmane des Almohades qui sont venus, qui ont forcé tout le monde à se convertir ou à mourir. Et donc même le Ben Ezra, il écrit une kina sur la communauté de Marrakech, sur la communauté de Tlemcen, sur la communauté de Tunis, parce que tout le monde a été décimé. Mais à l'époque, ils faisaient à peu près tous comme le Rambam en Afrique du Nord. Mais de ces communautés-là, il n'en restait pas grand-chose. Alors, ce qui a revivifié, on va dire, les communautés d'Afrique du Nord, c'était bien sûr l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui a eu lieu en 2 temps. D'abord, il y a eu les pogroms de 1391, Shnat Kufnun Aleph, dans lesquels il y a eu une première vague de très grands rabbinim qui ont quitté l'Espagne et qui sont arrivés en Afrique du Nord.
Alors je prends l'exemple du Rivache, Rabbi Israël Bar Shechet et Rabbi Shimon Ben Tzemach d'Ouran, qui sont arrivés à Alger. Et il y avait Rabbi Ephraim Kawa, sur lequel on raconte qu'il était sur le dos du lion, qui arrivait à Tlemcen. Il y avait Rabbi Mimoun Najjar qui arrivait à Constantine. Il y avait. Alors c'est ça qui est intéressant de remarquer justement. La majorité des Rishonim, la continuité des Rishonim d'Espagne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est passée par l'Algérie et ni par le Maroc et la Tunisie. Ok. Alors attendez, on va pas faire des jaloux. Comme on a dit tout à l'heure, les Juifs, la majorité des Juifs du Maroc viennent de l'expulsion, de la deuxième expulsion de 1492. Shnat Resh Nun Bet. Et ils venaient de la province de Castille. Maintenant, au Maroc, il y avait encore quelques Juifs, comme on a dit. Ces Juifs-là, on les appelle les Toshavim. Par exemple, à Fès, jusqu'à la dernière génération, il y avait encore un Beta Knesset. À Fès, on faisait comme le minag des Toshavim. J'ai même leur sidour à la maison. C'était un autre Noussar et c'était en majorité, presque à 90%, comme le Rambam. Ils ont continué à faire comme le Rambam. Maintenant, tous les autres qui sont venus après, eux, ils faisaient comme le Roche. Tous les Juifs de Castille faisaient comme le Roche. Pourquoi? Le Roche, qui était l'élève du dernier Balatosfot, Rabbi Meir Morotenbourg, qui s'est fait emprisonner en Espagne. Quand il a vu que c'était la catastrophe, on ne pouvait pas vivre son judaïsme normalement en Allemagne, il est parti, il est arrivé en Espagne. En Espagne, il était au début en Catalogne. Il a rencontré le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, qui était le Gdolador. Il a écrit un pirouge sur tout le chasse et plus de 3000 responsables, etc. Et le Rashba, il lui a écrit une lettre d'approbation. Il lui a dit va en Castille et là-bas ils vont te prendre comme Rav, parce que tu es vraiment quelqu'un de grand, d'important. Il arrive en Castille, Kiblou Oto Kerabam, il va mettre le Bet Yosef dans plusieurs endroits. Rabbi Yosef Karo, dans le Bet Yosef. Il dit Yadoua chez Harosh ou Rabban chez la Sfaradim. Et c'est pour ça que vous allez trouver plusieurs minagim chez les Marocains qui ressemblent aux minagim ashkénazes. Alors, certains qui n'ont pas vraiment étudié l'histoire de la halakha, ils vont dire parce que les Chabad ils sont arrivés au Maroc il y a 80 ans, alors les Juifs du Maroc ils font comme le Rama. Alors, ce à quoi c'est tout à fait le contraire qui est vrai. C'est pas le Rama, c'est pas les Marocains qui font comme le Rama, c'est le Rama qui fait comme les Marocains. Pourquoi? Parce que les Juifs du Maroc faisaient ce qu'ils faisaient avant même que le Rama tranche comme le Roche. Parce que le Rama, le Roche qui était donc, on a dit, il venait certes, il venait de l'école des Baalei Tosfot, mais il est devenu le Rav des Sfaradim en Castille, et donc eux ils l'ont reçu comme le Rav. Et comme ils l'ont reçu comme le Rav, ils ont fait comme lui. Apparemment c'était une période de trouble, et donc ils ne savaient plus trop quoi faire, etc. Donc ils l'ont pris comme Rav. Et donc quand ils sont arrivés au Maroc, il y a eu plusieurs discussions par rapport à la Shrita, que les Toshavim, eux ils faisaient comme le Ramam, qu'ils étaient très mahmir sur le Khalak, et eux pas du tout. Donc il y a eu une discussion qui a duré plus de 100 ans. Et les gens ils mangeaient pas les uns chez les autres, etc. parce qu'ils faisaient comme l'ancienne communauté, moi le nouvelle communauté, jusqu'à finalement c'est la nouvelle communauté qui est arrivée d'Espagne qui a pris le dessus, donc les Begourachim qui ont pris le dessus sur les Toshavim. D'accord? Ça c'était pour le Maroc. Donc en grande majorité le Maroc fait comme le Roche. Et donc ça explique beaucoup de choses aujourd'hui. En Algérie, c'est différent. Pourquoi? Parce que, comme on dit tout à l'heure, les descendants d'Algérie, surtout pour la partie qui est d'Alger, Constantine, Gardaïa, etc., pas la partie Tlemcen-Oran, parce que la partie Tlemcen-Oran, ça se rapproche plus des minagim du Maroc. D'ailleurs, Rabbi Ephraim Kawa, duquel on a parlé tout à l'heure, son grand-père, c'était l'élève du Roche. D'accord? Son grand-père qui est mort sur le bûcher avec le fils du Roche, Rabbi Yehuda Ben Harosh. Et on a le shoot Rabbi Yehuda Ben Harosh. Alors le grand-père de Rabbi Ephraim Kawa et Rabbi Yehuda Ben Harosh, ils sont morts tous les deux sur le bûcher en 1391. Donc c'est pour ça que c'est pas le même Beth Midrash. Mais cependant, on voit que Rabbi Yehuda et que Rabbi Ephraim Kawa, ils posent des questions au Rivache d'Alger. Donc on peut parler dans une certaine mesure, toute la région de Tlemcen, Oran, etc. Ils ressemblent au Maroc, mais dans d'autres mesure, on voit qu'ils ont reçu sur eux l'autorité du Bédine central d'Alger. Et qu'on voit Bémet quand on ouvre tous les responsables des Rishonim, du Rivache et du Rashbatz, ou du Rashbash, ou de leurs petits-enfants, Yachin ou Boaz, etc., on voit que toujours toutes les Kehilot d'Algérie, et parfois d'Afrique du Nord en général, parfois même de Jérusalem ou de Provence, ils posent les questions au Bédine d'Alger. D'accord? On va prendre un exemple dont certains vont se reconnaître.
il y avait un minag, dont certains Sfaradim ont encore l'habitude aujourd'hui, que quand on fait la dafina, la tafina, la shrina, chacun comment il l'appelle, la pkela, quand on voit qu'elle est en train de brûler, ils prenaient un peu d'eau qu'ils avaient mis à chauffer aussi sur la plata ou sur ce qu'ils appelaient à l'époque le kamoun ou le kanoun, et ils prenaient de cette eau-là et ils la versaient dans la daf pour ne pas que ça brûle. Alors sur ça, le Beit Yosef, je leur dis Yesh limchot, il faut crier sur ceux qui font comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les rabbanim de Fès, ils ont posé la question à l'arrière-petit-fils du Rashbat. On va dire le Rashbat, je fais une petite parenthèse, le Rashbat c'était le Maradéatra en Algérie et même en Afrique du Nord. Le Rashbash, par exemple, il répond à quelqu'un qui lui pose la question, le Rashbash qui était le fils du Rashbat, donc Rabbi Shlomo ben Rabbi Shimon. Il dit, et quelqu'un lui pose la question, il dit, mais tu sais pas que mon père, Kiblou Oto, Mizrach ou Maharav, Afilou Bisfarad, tout le monde lui pose des questions, ou Maradéatra. Ça, c'est à l'époque des Rishonim. Dans la Haronim, déjà, Rabbi Yehuda Ayash, qui était le grand Haron d'Algérie, qui est rapporté par le Hida, par le Mishnah Moura, le Kafari, etc., il dit, quand nous, on a les tchouvot du Rashbat, même si on a le Shulchan Aruch qui dit autre chose, on n'est pas obligé de changer notre minag. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, il est maradéatra. Donc, tu vas pas me dire que je dois être mékabel, que je dois recevoir sur moi les décisions d'un autre rave, quand j'ai déjà un grand rave sur lequel je m'appuie. Deuxièmement, le Beit Yosef, il n'avait pas toutes les responsables du Rashbat. Pourquoi? Quand le Beit Yosef il a écrit tout son ouvrage monumental pendant plus de 20 ans, Beit Yosef, qui est toute la discussion halachique, depuis la Gemara, tout la Haronim jusqu'au Shulchan Aruch, il avait le Mari Berav, Yaakov Berav, il est passé par le Maroc et après en Algérie. Il a copié que le tiers des tchouvot et que le kitsour, que le résumé du tiers des tchouvot. Et il dit, puisqu'on voit qu'à chaque fois que le Rabbi Yosef Karo, donc l'auteur du Shulchan Aruch, à chaque fois qu'il rapporte le Rashbat, on voit qu'il tranche comme lui. Donc qui nous dit que s'il n'avait pas tous les trois tiers et qu'il avait entièrement, il aurait tranché comme lui. Donc pour ces deux raisons, il dit, on n'est pas du tout obligé de changer nos minagim. Donc si on n'a pas de minag, on fait comme le Shulchan Aruch. Et lui-même, il dit qu'il balnou orot maran. Il fait partie des premiers Haronim Sfaradim à dire clairement, on a reçu sur nous les orot du Shulchan Aruch, au Dayash. Et d'un autre côté, il dit on n'est pas obligé de changer nos minagim. Parce qu'encore une fois, la Kabbalah, si on verra plus tard, c'est la Kabbalah du Shulchan Aruch. Ça se fait, c'était une Kabbalah, on a accepté sur une acceptation relative et non pas totale. Pourquoi? Parce que c'est seulement quand on n'est pas de minagim. Donc, plus que ça, le Hida, il dit dans son responsable, dans son shoot, Chaim Shahal, il dit c'est bien connu qu'en Algérie, ils ont reçu sur eux les décisions du Rashbat, encore plus que ce que tous les Sfaradim ils ont reçu sur eux le Shulchan Aruch. C'est-à-dire c'était la manière comment ils ont pris sur eux chez Kiblou, Alatzmam, Orot, Rashbat, elle est encore plus forte que ce que les Sfaradim en général ils font comme le Shulchan Aruch. Alors, on y arrive. Maintenant, les Tunisiens, alors justement les Haronim tunisiens, par exemple Mishra de Rafta, Rabbi Masoud Al-Fassi, qui était Talmid Chaver du Rabbi Yehuda Ayash, il était au début à Alger, après il est parti, il était l'élève de Rabbi Yedidia Shlomo Tzero, qui était le Rav du Rabbi Yehuda Ayash. Après il est parti à Tunis, il a dit ici à Tunis, on fait tout comme le Rivash et le Rashbat. Rabbi Moshe Sitroug, qui était un des Gdolé à Haronim à Tunis, il dit ici on fait comme le Rashbat ou comme Rabbi Yehuda Ayash. Plusieurs, même le Ishmatzliar, il dit à Tunis, pas à Djerba, à Tunis, en général, on fait comme Rabbi Yehuda Ayash. Mais comme Rabbi Yehuda Ayash lui-même, il dit, nous on fait comme le Rashbat, c'est-à-dire que Tunis et Alger, c'est une partie, alors que Tlemcen, Oran et tout le Maroc, c'est une autre partie. D'accord? Maintenant, même au Maroc, le Rabbi Yitzhak Ben Walid, il dit sur certains points, on fait comme Rabbi Yehuda Ayash. Donc tout ça, c'est. Là, celui qui veut, il pourra avoir tous les mécoros dans le Sefer. Hein. Les Tunisiens, ils faisaient pas comme le Ben Ishraï. Non, alors, dans le Ben Ishraï, il est d'Iftar en 1909. Mais après, ils n'ont pas pris les. Alors j'arrive. Maintenant, sur la Torah des Rishonim, sur toute cette halakha des Rishonim, après, qu'on veuille ou non, il y a eu le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il s'est propagé. Alors, comme on a dit, les rabbanim, même jusqu'à il y a 200 ans, 300 ans, ils disaient non, on n'est pas obligé de changer. Maintenant, certaines communautés, par exemple à Constantine, ils ont changé, ils ont accepté plus de choses comme le Shulchan Aruch que ce qu'ils faisaient avant.
Est-ce qu'ils avaient le droit ou pas? C'est pas sûr, on a dit, parce qu'on dit quand une communauté elle a reçu sur elle un rave, ça le dit d'un minag. Mais maintenant qu'ils ont fait comme ça, alors il y a certains rabbins ils n'auraient pas dû le faire, mais maintenant que c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant sur le Shulchan Aruch, il y a eu en même temps la Kabbalah du Harizal qui s'est propagée vraiment il y a à peu près 250 ans en Afrique du Nord. Les rabbinim, certains rabbinim, surtout à cause de ce qu'on appelle les shadarim, les shluchim des rabbanan qui venaient d'Eretz Israël, ils rapportaient avec eux les minagim d'Eretz Israël et qui allaient beaucoup d'après la Kabbalah. Donc la Kabbalah a commencé à se répandre. Donc ça fait qu'en fait vous avez trois couches. Vous avez la Torah du Beth Midrash des Rishonim, telle qu'on la faisait avant, le chasse et les Rishonim. C'est ça qu'on faisait jusqu'aux dernières générations. Mais après il y a eu le Shulchan Aruch et après il y a eu la Kabbalah. Donc c'est vrai qu'en Tunisie, certains, ils étudiaient beaucoup le Ben Ishraï, mais les poskim, même dans Ishmatzliar, il dit, il étudiait, il le respectait, mais ils n'ont pas changé leur minag. Ils ne changeaient pas le minag. Oui, toujours, il le rapportait, il l'étudiait, il le respectait, mais ils n'ont pas changé leur minag. Ils n'ont pas changé le minag. Alors, il faut faire une distinction entre Tunis et le Djerba. Djerba, c'est directement le minag. Oui, maintenant, on a parlé tout à l'heure d'un minag de Khumbra ou d'un minag de comprendre la lara. Si maintenant, on tranche comme un certain rave, par exemple le Rashbat, pour prendre l'exemple qu'on a tout à l'heure, mais que lui, il est Mekel. Et si maintenant, pour X ou Y raison, toute la communauté, elle dit, bah non, venez, on va faire son nom la Khumbra. Par exemple, dans Ilchot Mila, dans le Pitrei Teshuvah, là-bas, il rapporte que le Shulchan Aruch, il y a une marque entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce qu'à Shabbat, on peut partager la Sandakaout, partager le Moël en deux? Un qui va couper, un qui va retourner, un qui va faire la mina, un qui va faire la prière. Je vous dit que Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça, parce que tant qu'on est dans l'action, c'est la mitzvah, on ne doit pas amener quelqu'un d'autre qui n'a pas à couper. Et d'après le Rama, on peut faire. Alors maintenant, dans le Pitrei Teshuvah, il ramène au nom du Chavot Yair et dit maintenant, nous, on a l'habitude de faire comme le Rama, est-ce qu'on a le droit de commencer à être mahmir comme le Shulchan Aruch? De dire maintenant, Shabbat, on ne va pas nommer deux moalim, on ne va pas partager la mila en deux, on va faire un seul moël. En gros, est-ce que jusqu'à maintenant, on avait sur qui s'appuyer? On avait un Rishon sur qui s'appuyer, ou on avait un Rav sur qui s'appuyer, mais maintenant, un Rav il va venir, il va dire non, il faut être mahmir. Ou alors nous-mêmes, par nous-mêmes, toute la communauté, elle va dire tous ensemble, venez, on va être mahmir. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors, la majorité des poskim disent que c'est assaut. Pourquoi? Parce que ça s'appelle She'anachnu Motsim La'az al Rishonim. C'est comme si qu'on va, comment traduire ça? Dénigrer les anciens. Et il y en a même qui vont dire c'est comme si qu'on est le Rabbi Yaakov Fragi, il le rapporte souvent sur le Bet Yosef. Il dit c'est comme si qu'il est Mezalzel Berabota. Il est Mezalzel Berabota. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Rav Ovadia très souvent, Rav Ovadia Yosef, il dit ça sur le Shulchan Aruch. Mais il ne dit pas ça sur les Rishonim qui étaient en Afrique du Nord. Il dit on n'a pas le droit de troller sur le Shulchan Aruch parce que sinon ça s'appelle qu'on est Mezalzel Berabotav, comme dit le Mari Fragi. Okay, mais nous, si on avait une habitude jusqu'à aujourd'hui, c'est la preuve qu'on n'a pas reçu sur ce point-là le Shulchan Aruch, comme on a dit. Parce que comme nos rabbanim, il y avait d'autres rabbanim avant le Shulchan Aruch et après le Shulchan Aruch qui ont dit on ne fait pas comme le Shulchan Aruch. Donc si maintenant aujourd'hui changé, alors ça ne s'appelle pas que je vais. Pourquoi tu dis que ça s'appelle que je vais être Mezalzel dans le Shulchan Aruch? Non, au contraire, je vais être Mezalzel dans le Rashbat, dans le Roche, dans le Rivache, etc., etc. Soit dit en passant, en Algérie, il y avait une continuité de la halakha, peut-être qu'il y a eu dans aucun autre pays, dans la Galoute. Pourquoi? Les Ashkenazim, il faut savoir, est-ce qu'il restait une communauté à Troyes ou à Worms, qui était descendant de Rachi ou Tosfot, etc. Tout ça, ça a été éradiqué avec les croisades. Le judaïsme ashkénaze qu'on a aujourd'hui, c'est cette communauté. Il y avait le fameux comité des 4 communautés qu'il y avait en Pologne, etc., en Hongrie, c'était des communautés nouvelles, qui s'appelaient encore ashkénazes parce qu'ils venaient à l'origine d'ashkénaz, mais c'est des nouvelles communautés. C'est pour ça que les aharonés à Rishonim, les derniers Rishonim et ashkénazim, ils ont beaucoup moins de force dans la halakha que les aharonés à Rishonim sfaradim, comme par exemple le Rashbat ou le Rashbash. Mais donc c'est des minagim récents, ou le Maharil, pour le reste c'est des minagim récents. Pourquoi? Parce que c'est pas une continuité. Alors que en Algérie, comme on a dit, il y a le Rivache et le Rashbat, qui étaient eux-mêmes élèves de Rav Chazdai, Krekaz ou Duran, Rabbeinu Nissim, qui étaient l'élève
du Ran, Rabbi Yosef, qui était l'élève du Rashba, Rabbi Shimon ben Aderet, et du Ritba, qui était l'élève du Ramban. Donc en fait, en Algérie, par exemple, on était la continuité du Beth Midrash du Ramban, Rabbi Shlomo ben Nachman. Maintenant, je reviens à la question qu'on a dit tout à l'heure sur la Dafina. Je voulais la tchouva de. Je reviens de la tchouva du Rabbi Avraham ben Tawa. Rabbi Avraham ben Tawa, qu'on a dit, c'était l'arrière-petit-fils du Rashbat. Et c'est pour ça que j'avais ouvert la parenthèse, j'ai oublié de la finir. Mais pour vous dire qu'il y avait Rabbi Yaakov ben Naïm en 1780. Il est parti de Fès. De Fès. Et il voulait aller en Israël, mais finalement, il s'est arrêté à Alger. Et comme Rabbi Udayash, il venait de quitter Alger pour aller faire son alia et habiter en Eretz Israël, où il est décédé et il est enterré à Razetim. Et il est même devenu Rosh Yeshiva après le roi Haïm, après avoir donné une askama au Pirouge du roi Haïm Akadosh quand il est passé par Alger. Et si vous prenez toutes les éditions du roi Haïm Akadosh, il y a l'askama de lui et Rabbi Tzrak Shuraki, qui étaient les deux Gdolim à cette époque-là à Alger. Donc lui, après, il a rejoint Yerushalayim, et quand le roi Haïm est niftar, lui, il a pris sa place, et c'était un des seuls, il dit qu'il voyait le roi Haïm assis à sa place, et après il est décédé aussi le pauvre 2 ans après, le jour de Rosh Hashanah, le jour où il est né. Il est né un Shabbat Rosh Hashanah, et l'Iftar Shabbat Rosh Hashanah. Et Rabbi Yaakov ben Naïm, donc qui a, si on veut succéder, mais pas vraiment à Rabbi Udayash, il témoigne que jusqu'à son époque, donc on est à l'époque du Rida, même un peu après, il dit jusqu'à aujourd'hui, ce sont les descendants du Rashbat, de Rabbi Shimon ben Savador, qui sont encore avot Be'atei Adin, de père en fils. 13 générations. Et Rabbi Udayash, il écrit même il a un sefer de Minagim où il a écrit vraiment un substitut des Minagim que la majorité s'est perdue. Il dit depuis que la lumière du Rivash et du Rashbat ont éclairé en Algérie, la Torah ne s'est jamais arrêtée. Bien sûr, tout ça c'était avant l'arrivée de la France en 1830, mais c'est pour vous dire que la continuité de la halacha, de l'étude de la halacha et de la manière de trancher la halacha, c'est vrai que mais les rabbinim ont quand même continué, même après. C'est vrai que la masse, elle a abandonné. Pour X, Y raison, ils ont fermé les écoles juives et les Batei Midrash, et ils ont forcé les gens à aller à l'armée, manger pas cachère. Après, il y a eu l'assimilation, ils se sont mariés avec des goïms pour une bonne partie. Il y a eu des conversions un peu bizarres. On va pas rentrer maintenant dans tout le truc, mais les rabbinim, jusqu'à la dernière génération, la dernière, c'est vraiment en 1962, et qu'ils ont quitté l'Algérie. Il y avait des poskim, des commentateurs du Talmud, des commentateurs de la Torah, des Mekoubalim, à profusion. Et ils ont continué d'être Mechadesh, donc cette psycha a continué. D'accord? Donc c'est pour dire que c'est un exemple presque unique dans l'histoire. D'accord? Même à Djerba, il y a un certain moment, un certain Rav Peretz qui venait du Maroc, c'est eux qui leur a donné un renouveau. Les Thémanim, il y a 2 minagim entre les Shahamim et les Baladim, on ne va pas rentrer là-dedans, mais certains ils ont continué, ils n'avaient plus de Rav parce qu'ils avaient eu un Meshiach Sheker, un faux Messie, comme c'est marqué dans les grottes du Rambam, et après ils ont pris sur eux les décisions du Rambam. Mais le Rambam il n'est pas resté là-bas, ils ont continué à faire comme le Rambam, d'accord? Mais un exemple où il y a eu la continuité de la Torah des Rishonim jusqu'à la dernière génération, c'était en Algérie ou au Maroc, si on prend l'exemple du Roche. Maintenant, pour revenir à la question des Chachmei Fès, ils ont demandé à Rabbi Avraham ben Tawa, qui était le Rav d'Alger, et donc l'arrière-petit-fils du Rashbat. Et il dit, nous on a l'habitude, quand on voit que la dafina est en train de griller, de cramer, on rajoute de l'eau. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Alors, comme c'est vraiment important, je vous lis dans les mots. D'accord? Il dit comme ça. Sachez que nous on descend de Catalogne. Et d'après ce que nos parents ils faisaient là-bas, en Espagne, on a continué ici. Vous savez que tous nos minagim, ils sont basés sur ces rabbanim-là. Et ma Ramban, Rashba, Rabbi Aaron Alevi, Rabbeinu Nissim, Ran, etc. Votre camarabbanim Gdolim, Asher Ayou, Bekol, Dor, qui étaient tous des rabbinim qui étaient dans toutes les générations. Afalpi, Shelonit Pashtou Piskem, Velo Yatsou Leorolam, bien que leurs svarim n'ont pas été imprimés, ou des fois ils ne sont pas propagés dans toutes les galouillottes, ben malgré tout, nous on suit cet avis-là. Velachen, En Raoui le Pakpek El Minage Kilotechem, Afalpi, Shelo Imtsa Oto, Aïnan Mefouraj, Besfarim, qui mistamal Piak Dolim Alou Nahagou. Bien que vous n'allez pas trouver le mina que vous faites, que votre avis vous a dit de faire, vous n'allez pas le trouver clairement dans le Riv, dans le Rambam, etc., etc., eh ben,
Et c'est pas raoul, c'est pas bien, même d'avoir qu'un soupçon, ne serait-ce qu'un soupçon, sur le fait sur le bien fondé de cette décision-là, parce que c'est sûr qu'on s'appuyait sur eux. Et après, il donne l'exemple là-bas, il dit par exemple cette histoire-là de Bichoul Achar Bichoul, il y a un problème de Bichoul Achar Bichoul Beshabbat, est-ce que c'est pour du liquide, seulement pour du solide, ou même quand on dit qu'il y a une Bichoul Achar Bichoul, quelque chose qui est déjà été cuit, c'est que pour quelque chose, on ne transgresse pas l'interdit de cuire, c'est que pour quelque chose de solide ou aussi pour quelque chose de liquide, et il dit là, tous les Rishonim Sfaradim y permettent, donc il n'y a aucun problème, etc. etc. Donc il dit, et cette aura-là, elle a continué au Maroc et en Algérie jusqu'à la dernière génération. Vous prenez Rabbi Shalom Messas, il dit que celui qui fait ça, il peut continuer. Rabbi Yosef Messas en Algérie, à Tlemcen, il dit vous pouvez continuer. Rabbi Masouda Cohen de Temouchen, il dit on peut continuer. Rabbi David Mouati, il y a 150 ans à Alger, on dit on peut continuer. Donc, c'est bien que le Shulchan aurait dit Yesh Limchot, il faut crier, il faut empêcher ceux qui font ça. Lui, il dit il n'y a aucun problème. Lui, il était 50 ans avant le Shulchan Aruch. Il a vécu en fait à la même époque que le Shulchan Aruch, il était beaucoup plus vieux. C'est un Liftar avant le Shulchan Aruch, mais ils sont croisés, c'était à la même époque, mais le Shulchan Aruch n'a pas vu cette chouvot à lui. Et au lieu que ce Shulchan Aruch a vu cette chouvot-là, il aurait été Roserbo. D'accord? Alors, comment ça se fait que la bracha du Hallel, alors, par rapport à Hallel Petri, il a été accepté au Maroc, par Toledano, je crois qu'il l'avait accepté, et que quand on est en Israël, on ne le fait plus. Là, pour l'instant, on a parlé de la manière de trancher la halakha en Afrique du Nord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en Israël? C'est une autre question. Si on a le temps, on va la traiter. C'est ça le but, mais. S'il y a un changement d'endroit, on peut changer la. Alors on verra, justement. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'en Afrique du Nord, si vous prenez l'exemple du Hallel de Rosh Chodesh ou de Chol Pesach, parce que le Rambam il dit qu'on ne doit pas faire la bracha sur le Hallel de Rosh Chodesh et de Chol Pesach. Maintenant, vous avez 44 Géonim et Rishonim, dont le Rif, le Rosh, le Rashbat, le Rashba, etc. Tous ces rabbins sur lesquels on s'appuie, qui disent qu'il faut faire la bracha sur le Hallel parce qu'on fait la bracha même sur des minagim. Le Rashbat, il dit dans son commentaire de Maseret Berachot, comment est-ce qu'on peut faire la bracha à Cher Kideshanu Bezodavationu Likro et Hallel, alors que c'est pas les Chachamim qui nous l'ont donné, c'est un minag. Mais c'est un minag qui est déjà rapporté dans la Gemara, soit dit en passant que Rav, lorsqu'il est parti à Bavel, il a vu qu'il faisait le Hallel. Il faisait le Hallel à Rosh Chodesh, il a dit je les laisse faire. Tosfot il dit que Mistama il faisait la bracha, sinon c'était quoi la question? On n'a pas de problème de faire le Hallel. Il a dit, après Tosfot dit c'est un minag Khashouv, et donc pour un minag Khashouv on peut faire la bracha. Soit dit en passant, bien que le Rambam dit qu'on ne fait pas la bracha sur les minagim, mais le Shulchan Aruch, bien qu'il est possèque sur le sujet de Hallel de Rosh Chodesh, de ne pas faire la bracha, il dit même pas il dit que c'est interdit, il dit en Chutz Laaretz on a l'habitude, en Eretz Israël on n'a pas l'habitude, il dit pas que c'est assaut, d'accord? Mais le Shulchan Aruch finalement il est possèque aussi qu'on peut faire la bracha sur les minagim, où ça? Dans les Ilchot Hanouka, qu'on doit allumer la Hanoukia avec la bracha dans le Beit Knesset, alors qu'au Beit Knesset c'est qu'un minag, c'est pas la Takana Chachamim d'allumer chacun dans sa maison. Et là-bas il est posé comme le Rivache qui dit qu'on doit allumer la Hanoukia dans le Beit Knesset avec la bracha, et là-bas le Rivache justement il juxtapose, il compare la bracha de la Hanoukia au Beit Knesset avec la bracha du Hallel de Rosh Chodesh. Donc finalement on aurait dit qu'on peut faire la bracha sur les minagim. D'accord? Maintenant, donc finalement, pour revenir à ce qu'on disait, c'est quasiment les rabbanim d'Afrique du Nord qui ont inventé le klal de Kibalnu Orot Maran de Shulchan Aruch. Si on prend tous les Sfarim d'il y a 400 ans, 300 ans, 200 ans, etc., ça foisonne de Kibalnu Orot Maran de Shulchan Aruch. Et pourtant, ils n'ont pas changé leur minagim. Pourquoi? À cause de ce principe qu'on a dit, parce qu'on ne va pas changer, on ne va pas faire une kabbalat Rav, Messouyam, d'un certain Rav, on ne va pas accepter par un Rav quand on est déjà pris, obligé par un autre Rav. On est déjà engagé par un autre Rav, donc on ne va pas repousser. Et ça ne sert à rien de dire non, vous devez tous changer vos minagim. Pourquoi? Parce que Kibalnu Rot Maran. Parce que sur ça, on va leur répondre chez l'autre, Shmiya, et Gdola Mereya. Tu ne peux pas croire plus quelque chose que tu entends que quelque chose que tu vois. Si je vois, par exemple, je crois dans Aruch, il dit on n'a pas le droit de dire les piyutim au milieu de la tfila, mais tu vois que les Juifs d'Afrique du Nord, ils ont continué à faire ça pendant 500 ans. Le Shulchan Aruch, il est sorti à peu près ça il y a 470 ans, et tu vois que pendant 470 ans, en Afrique du Nord, on continue à les faire. C'est-à-dire que les rabbinim, ils savaient, mais ils s'appuyaient sur les avis qui disaient qu'on a le droit. Et d'ailleurs, le Rivache et le Rashbas eux-mêmes, ils ont écrit des piyutim qu'on doit dire dans la tfila.
Donc encore une fois, on a le principe de chez l'autre et Shmi'a de la Meria. C'est quoi ça, Ben, non, maintenant, comme j'ai écrit dans le livre, c'est le rab de la communauté qui a l'exclusivité de décider, parce que des fois, pour X ou Y raison, quand on fait les piotim, c'est la foi, et après il y a un Hilul Hashem. Donc ça, c'est un des minagim pour lesquels on dit on n'est pas obligé de continuer coûte que coûte. Pourquoi? Parce que de la même manière que quand la Siba, de la cause, on a dit qu'elle s'est annulée, on doit annuler le minag. Si il y a un Hilul Hashem, alors on dit que Meikara lo Kiblu. S'il y a un Hilul Hashem qui sort d'un certain minag, alors on dit que Meikara, les Chachamim, quand nos parents ou les Rabbanim ont accepté ce minag, ils nous auraient pas dit de continuer aujourd'hui parce que on va pas faire mieux. C'est pas pour faire mieux qu'on va faire du Hilul Hashem. Par exemple, le minag au Maroc et en Algérie, à Shavuot, de se jeter de l'eau. Pour X, Y raison, c'est des trucs, même d'après les Mekoubalim et tout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Celui qui veut, il ira dans le livre. Mais après, quand les rabbanim ils ont vu que les garçons et les filles jouaient ensemble et qu'après ils s'abîmaient leurs habits et ils déchiraient leurs habits, et au lieu de passer la fête de Shavuot à faire Kabbalat Torah, etc., c'était devenu la fête de l'eau et qu'on est passé complètement à côté du sujet et du message, on dit il vaut mieux arrêter. Dans beaucoup de communautés ils ont arrêté, dans certaines communautés ils ont continué. Donc ça c'est au cas par cas, le rab de la communauté doit continuer. Mais il faut savoir, avant d'annuler quelque chose, d'abord il faut savoir est-ce que ce minag existait, est-ce qu'il a un mécor, qui l'a fait, pendant combien de temps, où. Parce qu'en général, si on trouve un minag qui a existé dans plusieurs communautés d'Afrique du Nord par exemple, et pendant au moins 400 ans, c'est certain que c'est pas un minag taout. Parce que les rabbanim, ils n'auraient pas laissé passer. D'accord? Maintenant, on arrive à la dernière partie. C'est ce qu'il a demandé Shalom. Qu'est-ce qu'on fait en Eretz Israël? Tout ça, c'est bien beau tant qu'on était en Eretz Israël, en route la Arrête. Maintenant, on est venu ici. Alors, il y a les deux fameuses tarnautes de Rav Ovadia. Rav Ovadia, Yosef Alav Shalom. Il faut savoir que même Rabbi Shalom Messas, il écrit sur lui dans le Helek Yud de Yabi Omer. Il dit Gadol Ador Bedoro ou Bedorot Akod Mimlo. Il est grand dans sa génération, même s'il avait vécu il y a 200 ans, il serait aussi Gdolador. Il a étudié tout, non seulement il y a des gens qui étudient mais qui ne comprennent pas, ou alors ils étudient bêtement. Et lui, non seulement il a tout étudié, mais il a tout fait les croisements entre tous le Talmud Babli, Yerushalmi, le Zohar, la Kabbalah, les Rishonim, la Haronim, tout ce qui est sorti, tout ce qui était imprimé, à peu près, il a vu, et en plus il a fait les croisements. D'après ça, ça voudrait dire ça, et d'après celui-là, ça voudrait dire ça, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de surhumain. Il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés à cette madriga de Yidiat Torah dans toutes les générations, pas seulement dans les générations, dans toutes les générations. Parce que même le nom de Noda Yehuda, qui est un des grands derniers poskim Ashkenaz, il dit moi je ne vais pas me prendre la tête entre guillemets à voir tous les svarim qui existent. Moi j'étudie la Gemara, le Beit Yosef et le Shulchan Aruch, et après c'est tout. Et après c'est moi qui me fais mon avis. Je ne vais pas maintenant chercher, on n'a pas le temps, sinon on n'a pas le temps. Mais Rav Ovadia, il a eu le temps, on ne sait pas comment. Il a eu le temps de connaître, c'est notre Chitano. Ouais, moi j'ai fait Jeanne, il a étudié 400 fois le chasse, et il est possède de lui-même, et c'est quelque chose de très fort. Quand on dit, déjà le Beit Yosef à son époque, il dit Nitma'atu alevavot. Même lui, quand il tranche la halakha, il ne tranche pas d'après sa svara, lui, le Rabbi Yosef Karo. Il tranche pas d'après sa svara, il dit on va faire d'après la majorité entre le Rambam, le Rif et le Roche. S'ils s'accordent, 2 sur 3 ils sont d'accord sur un point, on fait comme eux, parce que moi on s'appuie sur le Rov. Mais il n'a pas tranché d'après sa compréhension, parce qu'il dit plus les générations elles baissent, et moins on a la force. Le Chagat Arié, bien que c'était un Haron, il a tué le chasse 1000 fois. Ah ouais, Moshe Feinstein 400 fois. Mais aujourd'hui on n'est pas comme ça, donc presque personne ne peut être possédé d'après sa svara. Même le Hazonish, alors il avait sa force, même Ravodé, il dit aujourd'hui personne n'a la force même du Hazonish. Alors certains, c'est en étudiant la Gemara, en la réétudiant et en regardant les Rishonim, qui vont arriver à leur conclusion. Mais le Yun Sfaradi, c'est pas comme ça, c'est qu'on va étudier quelquefois la Gemara comme il faut, sans aucun méfarèche, après on va voir les Rishonim, et après on va voir la Haronim, comme il dit le Ben Ishraï dans l'introduction du Shut Rav Bali, il dit comme ça, on ne s'appelle pas qu'on est Dan Yehidi. Quand je vois tous ceux quand j'ai réfléchi par moi-même, et qu'en plus je vais ouvrir tous les Sfarim qui traitent de ce sujet, ça ne s'appelle pas que je suis tout seul à juger sur le problème, parce que je m'appuie déjà sur tous les avis de tous les rabbins qui sont venus avant moi et qui ont traité du sujet. Et donc ça s'appelle qu'on accomplit les paroles des rabbins en Pirkei Avot, Altei Dan Yehidi. Ne juge pas tout seul. D'accord? Donc c'est vrai que c'est une différence de Kisha, d'approche, mais en tout cas c'est comme ça que les rabbins Faradim ils ont fait au cours des générations. En tout cas, on va dire
même sur des trucs de Zvachim et Mnachot. Une fois, pour la petite histoire, Rav Shalom Cohen, il n'était pas très d'accord sur une manière de comment Rav Ovadia il avait fait quelque chose au niveau politique, etc. Et il a pris son courage de main, il dit je vais aller avec Rav Baradani et je vais lui dire que je suis pas d'accord, c'est pas normal, etc. Je suis pas d'accord, il faut pas faire comme ça. Et pile au moment de rentrer chez lui, il voit quelqu'un qui rentre, qui ressort chez lui et dit moi je croyais que Rav Ovadia il connaissait que la halachot qu'on a l'habitude de faire, la tfila, Shabbat, tout ça machin, ou les guitines et tout ça, ou même prochain mishpat, mais même des halachot, des korbanot, toutes les masertot, zvachim nachot, il connaît par cœur avec tous les rishonim. Je pensais pas, et il le connaît sur le bout des doigts. Alors quand il a dit j'ai vu ça, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Il dit qui suis-moi pour à côté de Rav Ovadia que lui il a vraiment toute la Torah sur le bout des doigts, Talmud Babi, Yerushalmi, Rishonim, Aharonim. Donc je suis personne. Ça c'était, donc déjà qu'on soit clair, on vient pas Hasve Shalom manquer de kavod à Rav Ovadia Yosef. Soit bien clair, d'accord? C'est pas parce qu'on va dire d'autres avis qu'on n'est pas d'accord avec Rav Yosef, d'accord? Maintenant, donc qu'est-ce qu'on a fait en Eretz? Donc les deux taranotes principales, les deux arguments principaux de Rav Ovadia Yosef pour dire qu'une fois qu'on vit aujourd'hui ce qui s'appelle le kibbutz galuyot, donc le rassemblement des exilés, en Eretz Israël, donc il y a toutes les communautés du monde entier qui se réunissent. Alors, est-ce qu'on doit tous s'annuler et faire comme le Shulchan Aruch? Chose qu'aucune communauté dans l'histoire n'a fait, ça qu'on soit clair, il n'y a aucune communauté sfarade dans l'histoire qui a fait à 100% comme le Shulchan Aruch. Pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, il n'y a personne qui a fait 100% Shulchan Aruch, d'accord? Et y compris lui-même. Rav Ovadia Yosef lui-même, dans plein de points, il ne fait pas comme le Shulchan Aruch parce que, et des fois il trouve un sefer que le Shulchan Aruch n'avait pas. Par exemple le Shoot Arif, ou Shoot à Géonim, un responsable des Géonim il y a 1100 ans. Et il dit, s'il a vu le Shulchan Aruch, si le Shulchan Aruch a vu ses paroles, peut-être qu'il n'aurait pas dit ça. Donc à cause de ça, même lui, il ne fait pas entièrement. Donc il dit, il y a 2 points. Premièrement, Shulchan Aruch, Mara Deatra. Le Shulchan Aruch, c'est le Mara Deatra, c'est le maître des lieux, c'est lui le Rav d'Eretz Israël. Donc quand quelqu'un il vient d'un endroit à l'autre, c'est Mara Deatra. Et deuxième raison, l'Otid Godedou. Il faut pas, on ne doit pas être plusieurs groupes à faire des choses différentes dans un même endroit. D'accord? Alors sur le Lotid Godedou, c'est intéressant qu'il y a 2 tchouvot, il y a 2 responsables du Bet Yosef lui-même, de Rabbi Yosef Karo lui-même, qui ont l'air de se contredire. Dans le Siman Lamed Bet, il dit que si une communauté, par exemple en Turquie là-bas, il y avait aussi une situation où de plusieurs communautés ensemble, de Sfaradim et d'Ashkenazim, il y a une question par rapport à la Shrita. Et il y en a qui vont dire non, les Sfaradim ils doivent s'annuler et faire comme les Ashkenazim. Là-bas il dit non, Chas Shalom. Si les Ashkenazim ils font comme le Roche sur ce point-là, qui continuent comme le Roche, et les Sfaradim ils font comme le Rambam, mais qui oserait dire aux Sfaradim de ne pas s'appuyer sur le Rambam, même qu'ils sont les deux dans la même ville? C'est comme Shte Bate Dinim Beirahat. La Gemara dit dans Menachot qu'il y a l'interdit de l'Otid Godedou. L'Otid Godedou, c'est les Chachamim ils ont appris de là-bas 2 interdits, de ne pas se faire des entailles quand il y a un proche qui meurt. Deuxièmement, je l'otasu agudot. Ne faites pas des petits groupes, ne soyez pas séparés. On doit faire, quand on fait une mitzvah, on doit la faire tous ensemble et tous pareils. Parce que sinon, ça fait des machlokot, ou ça fait, on dirait que c'est pas la même Torah, etc. Donc, il y a l'interdit de l'Otid Godedou. Maintenant, c'est une machlokot entre Abaye et Rava. Ça, c'est, est-ce que dans une seule ville, ça c'est dans une ville où il y a un seul Bédine. Quand il y a un seul Bédine, alors bien sûr, toute la ville doit aller d'après les décisions de ce Bédine. Non, qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 Baté Dinim dans une seule ville? Alors Abaye et Rava, c'est une mahloket. Et Rava il dit qu'il n'y a pas l'Otid Godedou parce que chacun il suit l'avis de son Rav, chacun il suit l'avis de son Bédine. Et Abaye il dit que malgré tout il y a l'interdit de l'Otid Godedou. Maintenant, le Rambam, bizarrement, il est posé comme Abaye. Alors on a tous le klal connu dans la Gemara que s'il y a une marloquette entre Abaye et Rava, la halakha est comme Rava, en dehors de 6 cas connus, il y a Al-Kagam, on ne va pas rentrer dedans maintenant, mais là ça ne fait pas partie de ces 6 cas connus. Alors pourquoi le Rambam il est posé comme ça? C'est toute une discussion dans la Haronim. En tout cas, tous les autres Rishonim et la Haronim, ils tranchent comme Rava, que 2 Baté Dinim dans une même ville, il n'y a pas l'intersection de l'Otid Godedou. D'accord? Maintenant, ça c'est là ce qu'il dit le Bet Yosef dans le Siman Lamed Bet. Maintenant c'est dans Siman Resh Yud Bet, là-bas dans le même shoot Afkad Rochel du Rabbi Yosef Karo. Il dit quand une communauté, quand quelqu'un vient dans une communauté où il y a déjà des habitudes, etc., alors ils doivent s'annuler
Et même si ceux qui viennent, finalement, ils vont être en plus grand nombre que ceux qui étaient là au départ, ils doivent s'annuler à ceux qui sont là. Pourquoi? Parce que Kama Batil, il s'annule, au fur et à mesure, il s'annule. D'accord? Donc d'après ça, Rav Yosef dit, bah, puisque en Israël, le Rav c'est Shulchan Arour, c'est Rav Yosef Karo, donc toutes les communautés qui viennent après eux, ils doivent s'annuler. Même s'ils sont en grand nombre, parce que faut pas oublier qu'à l'époque du Rav Yosef Karo, il y avait peut-être à tout casser 10 000 juifs dans tout Eretz Israël. Même lui, dans Elchot Shemitah, dans Elchot Mila, dans plusieurs endroits, dans tout le Beth Yosef, il dit Nachnu Beret Israël, mettez Merat. On est très peu. On est très peu en Eretz Israël. Donc, ça paraît un peu bizarre que tout le monde entier, toutes les kilos du monde entier vont changer leur minag pour le minag du Beth Yosef qui était en extrême minorité. C'est notre premier point. En tout cas, hein, ça c'est le premier point. Oui. Il n'y a jamais eu d'interruption entre le Beth Yosef et jusqu'à notre génération en Israël. Si. Justement, c'est pour ça que le Chazon Ish, il dit que c'est pas du tout vrai de dire que le Shulchan Arour c'est le Maradatra en Israël. Premièrement, le Yishuv d'aujourd'hui dans Israël, c'est pas le Yishuv du temps du Beth Yosef. Entre temps, il y a eu des expulsions, il y a eu des tremblements de terre, les villes sont détruites, reconstruites, etc., etc. Et à part ça, il y a plein de villes neuves. Khadera, ça n'existait pas à l'époque du Shulchan Arour, qui était à Tzfat. Pire que ça, Rabbi Issachar ben Soussan, qui était le Rav des Marocains, des Maharavim. Il faut savoir que les Maharavim, ceux qui viennent de l'Est. Donc les Juifs d'Afrique du Nord s'appellent, pardon, de l'Ouest. Les Juifs d'Afrique du Nord s'appellent dans le langage des poskim les Maharavim. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Nord c'est à l'ouest d'Eretz Israël, alors que les Mizrahim, les Juifs de l'Est, eh ben c'est ceux qui viennent de Syrie, d'Irak, de Perse, etc., etc. Et donc en Israël, ils ont fait une chouchouka. Quand vous prenez un sidour, il y a marqué nous Sfaradim ve'edot ha-Mizrach. Sfaradim, c'est nous, c'est l'Afrique du Nord, qui sont Maharavim, qui n'ont pas souvent, très souvent, dans beaucoup, peut-être des fois 50% des cas, on ne tranche pas la halakha comme les Juifs des Edot ha-Mizrach. Eux, leur Rav, c'était plus le Rambam. Eux, ils ont gardé le Rambam ou le Shulchan Arour jusqu'à la dernière génération. Donc pas comme nous. Donc, le Chazon Ish, par exemple, il dit voilà, puisque c'est pas le même Yishuv, c'est pas la même chose. Et Rabbi Issachar ben Soussan, qui était le Rav des Maharavim à Tzfat à l'époque du Beth Yosef, il témoigne dans son sefer Tikkun Issachar, qui est un livre qui est très souvent rapporté dans le Shlach Kadosh, dans le Magen Avraham, etc. Il dit que le Shulchan Arour, Rabbi Yosef Karo, il était Moël. Et souvent, il venait dans son Bet HaKnesset faire des milotes. Et très souvent, il voyait que nous, on ne faisait pas comme lui, ni dans la manière de couper la lecture de la Torah, ni dans la manière d'Alachot, etc. Il dit, il ne nous a jamais rien dit. Nous, on continue notre minag sans problème. Donc là, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que le Beth Yosef lui-même, quand il est arrivé en Eretz Israël, il a tranché contre l'avis du Rambam qui était le Maradéatra. Lui-même, dans Avkat Rochel, il dit dans plusieurs endroits, il dit le Maradéatra, le maître des lieux en Eretz Israël et en Égypte, c'est le Rambam. Et lui-même, il tranche sur le Rambam. Par exemple, dans le Shoot Beth Yosef, pas le Avkat Rochel, Shoot Beth Yosef qui est sur des problèmes de Even Aizer, mariage et divorce. Là-bas, sans rentrer dans les détails, il y a tout un sujet, est-ce qu'on a le droit des fois de forcer un homme à divorcer ou pas? Et le Rambam, il tranche que dans un certain cas, oui. Mais le Rivash, donc qui était d'Algérie, il dit non. Maintenant, le minag de la communauté des Moustaravim, ce qu'on appelle dans les poskim Moustaravim, c'est des juifs qui n'ont jamais quitté Eretz Israël. Avant même le Ramban il est arrivé à Yerushalayim, après la dispute de Barcelone, il a dit qu'il n'a même pas trouvé un minyan à Yerushalayim. Mais à Tzfat, à Hebron et tout, il y avait encore quelques juifs. Les Moustaravim, eux, ils sont possèdent comme le Rambam, sur ce cas-là précis. Et le rabbi Moshe Mitriani, qui était la Chavruta, on va dire le Bar Plukta, celui qui tranchait, qui discutait avec le Beth Yosef, lui dit non, puisque maintenant nous on est venus, alors qu'il y a déjà cette communauté de Moustaravim, on doit s'annuler à eux. Et donc sur ce point-là précis de l'Echot Gitin, on doit faire comme la communauté, on doit s'annuler à cette communauté. Et sur ça le Beth Yosef dit non, nous on est à d'autres Beddin, et nous on est possède comme le Rivash, donc on ne doit pas faire comme le Rambam. Donc on a un exemple flagrant où le Beth Yosef, il prend un posek algérien qui vient en Eretz Israël et qui dit on ne doit pas faire comme le Maradéatra, qui est le Rambam. D'accord? Ça c'est pour le premier point. Un deuxième point, l'Otid Godedou. Alors l'Otid Godedou, puisque la majorité des poskim, même le Mishnah Moura, même de Rav Shalom Essa, tous les Maharaj Dam, tous les grands Aharonim, depuis il y a 450 ans jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous été posek comme Rava, on a dit, que s'il y a deux Batédines dans une ville, on ne doit pas continuer. Et les Haronim, et même le Rajbatz et le Rivage, quand ils sont arrivés en Algérie, il y avait déjà une communauté.
eh ben, ils ont continué à faire leur habitude. Et on a dit tout à l'heure, les Megourachim, quand ils sont arrivés au Maroc, ils ont continué à faire leur minagim. Et pire que ça, ils ont imposé, au fil du temps, ils ont imposé leur minagim à la communauté qui existait. Donc on voit de là que c'est sûr qu'il faut expliquer la contradiction dans les deux responsables du Beth Yosef, entre celle qui dit qu'il faut s'annuler à la communauté existante, même si on arrive en majorité, et la première qui dit que chacun peut continuer. C'est qu'en fait, quand les gens ils arrivent et ils ne s'organisent pas en communauté à part entière, alors c'est vrai qu'ils doivent s'annuler. Mais si on arrive en communauté pour s'organiser, comme vous par exemple, vous êtes venus de France, tout ça autour de Rav Doré, le garde des attachés à alors vous êtes une communauté qui est venue et vous êtes organisée. Maintenant, même d'après ceux qui disent que il faut s'annuler, les gens qui viennent dans une communauté existante, ils s'annulent petit à petit. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous sauter ensemble de l'avion ou du bateau pour dire on arrive ensemble? Non, à partir du moment où on est arrivé et on a voulu s'organiser, au fil du temps on a dit on va faire un Bet Knesset. Alors le Rashbat là-bas dans cette tchouva ou tout la Haronim qu'on a cité tout à l'heure, ils disent que d'à partir du moment où on est organisé dans un Bet Knesset à part, certains disent qu'il faut qu'il y a un Moré Ora, certains disent qu'il faut un mikvé ou un cimetière, mais l'idée c'est qu'il faut être une communauté indépendante. Si on est une communauté indépendante, on ne dépend pas des autres, alors on a le titre d'un Bedin à part entière et qu'il n'y a pas l'interdit de l'Otit Godedou dans la même ville. C'est pour ça qu'on peut trouver dans la même ville les Thémanim, les Yéménites, les Polonais, les Hongrois, les Yékés, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens. Il n'y a pas d'interdit de l'Otit Godedou. Pire que ça, le Kof Haïm, il dit déjà à son époque, il dit aujourd'hui, chaque communauté s'organise comme elle veut à Yerushalayim. Il n'y a pas de minag Yerushalayim, ça n'existe pas ce truc-là. Parce que chaque communauté, elle vient ouvre son Beth Knesset, et chacun c'est un Bedin à part entière, donc chacun il continue à faire ce qu'il veut. Même sur le fameux minag qu'on appelle minag Yerushalmi, qui a été écrit, condensé par un rave marocain, Netiv et Am, Rav Abourbia, et qui était le genre du rave des Maharavim, du Bedin des Maharavim. Et il dit, moi j'ai été voir Rav Ben Sion Uziel et il m'a dit qu'en fait on n'est pas du tout obligé de faire. En fait c'est quoi le minag Yerushalmi? C'est surtout la continuation des minagim, des mekoubalim de Yeshivat Bethel. Et, le Rav Ben Sion Uziel il a dit les gens ils sont pas du tout obligés de continuer comme faire des mekoubalim, c'est pas tous des mekoubalim. Il dit rien que le Ikar, c'est que dans un seul Beth Knesset on s'accorde à faire comme un seul minag. Parce que dans un seul Beth Knesset, c'est sûr qu'il y a l'interdiction de l'Otit Godedou. Par ainsi, pour les Aseret et Tibrot, il y en a qui vont se lever, il y en a qui vont s'asseoir. C'est un interdit de l'Otit Godedou. Parce que c'est comme si on est dans la même ville, dans un seul Bedin, et qu'une partie elle fait comme ça, une partie elle fait comme ça. Là, c'est assourd d'après tout le monde. Mais si dans un Beth Knesset on se lève, et dans un Beth Knesset on s'assoit, là, il n'y a pas de problème, c'est pas interdit. D'accord? Oui, par contre, on ne peut pas, par exemple, mettre les filines du Shavuot de matin. Ah. On ne va pas nous mettre les filines, même si on appartient à une. Alors, si si on est là, si vous êtes ici une communauté, vous êtes en majorité d'Afrique du Nord, vous devez mettre les filines l'après-midi. Ah, ils le mettent le matin. Oui, mais ici, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais puisque vous êtes une communauté à majorité de gens qui viennent de France et d'Afrique du Nord, par extension, donc vous devez mettre les filines. Et soit dit en passant, là c'est le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut le mettre l'après-midi. C'est un des cas où les Yerushalmi ou les d'autres Mizrach ne font pas comme le Shulchan Aruch, alors que c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut le mettre l'après-midi. Alors eux, il ne faut pas la bracha du Hallel, alors moi je ne peux plus la bracha du Hallel. C'est des beaux là. Par exemple, si tu es dans la C'est jamais, il faut pas la faire. La première, c'est que le Chazan qui l'a fait. Mais si je prie chez les Ashkénazes, et je continue avec eux. si je prie chez les Ashkénazes, je demande au Chazan qui pense à m'acquitter. Mais les Khatechila, chacun il doit choisir un Bet Knesset, un Bet Midrash qui se rapproche le plus de son minag, justement pour respecter cette ordonnance de Altitosh Torah Timecha, qui est au moins Midera Banan, et pour respecter, on n'a même pas parlé de tout ce qu'ils disent les Mekoubalim, ou par exemple le Rabbi le Gdushat Levi, Rabbi Levi Tzarek Berdija avait dit que c'est quoi le titre, pourquoi le fils doit faire comme le père? Il dit parce que dans l'Aneshama du père, il y a aussi l'Aneshama du fils, après elle s'est séparée. Mais la Voda qui va faire, la Voda d'Hachem qui va faire le fils, c'est la continuation de celle du père, donc elle est en fonction du Shoresh Neshama du père, donc il doit continuer. Donc c'est en fait, si Hachem il a décidé de me faire naître chez mes parents dans tel endroit avec tel minag, c'est qu'il sait que mon tikkun, il va venir par telle et telle manière de faire cette mitzvah. D'accord? Donc c'est pas seulement un problème à la règle, on va dire, c'est aussi dans l'idée, mis à part le fait qu'on a dit tout à l'heure le Khatam Sofer, que la Torah elle est mégouvenette, elle a plusieurs styles d'approche, etc. Il y a aussi cette histoire-là.
excuse-moi, dans le cas où on est une époque où il y a beaucoup de Chosrei Tshuva et que justement les parents ils ont ramené des minagim sans explication, sans qu'on connaisse ou quoi, et nous après soit on les a pas suivis ou on est vu, on va dire qu'en évoluant on est venu être Mechadesh, des choses qu'on a vu des rabbanim quoi faire et on n'a pas suivi leur. Très bonne question. Alors je finis le sujet, après on finit avec ça parce qu'il est tard, mais comme vous voulez, mais en tout cas, non, moi ça va, c'est pour vous, moi je peux continuer si vous voulez. Je comptais parler de ça. On finit le premier sujet. Donc, comment en Eretz Israël on peut ne pas faire comme le Shulchan Arour. Donc première raison, le Shulchan Arour, c'est pas autant le Marad Atra que ce qu'on pourrait bien dire parce que c'est plus la même chose. Par exemple, même Rav Kadir Tsaban ou Rav Chuta Cohen, qui était l'élève de Rabbi Moshe Khalfona Cohen de Djerba, qui était Rav à Netivot et dans les Moshav Berachia, etc. Lui, il dit clairement à Netivot, ça n'existait pas à l'époque de Shulchan Arour, donc nous on continue à faire la brasse sur le Hallel, on fait tous nos minagim sans rien changer. Et pour la raison qu'on a dit aussi, le Bet Yosef lui-même, il ne fait pas comme le Ramam qui était le Marad Atra. L'Otit Godedou, il n'y a pas de problème de l'Otit Godedou quand on a un Bet Knesset à part entière. Le Icar, c'est de ne pas faire de différence dans le même Bet Knesset. Il y a une chita entre les deux qui est un peu compliquée à comprendre, on va dire, c'est celle de Rav Ben Sion Abba Shaul, qui était la Rouda de Rav Yosef. Lui, il dit en Israël, il y a 3 Bet Din virtuels, on va dire, desquels on ne peut pas se déroger. Il y a les Sfaradim, donc il met tous les Sfaradim dans le même panier, les Ashkenazim et les Thémanim et les Yéménites. Donc, si un Yéménite, il va faire comme un Ashkenaz, il transgresse l'Otit Godedou. Mais un Yéménite qui fait comme les Yéménites, ou si un Bet Knesset de Yéménite à côté d'un Bet Knesset Ashkenaz, il n'y a pas de problème parce que chacun il fait le truc. Mais si maintenant les Sfaradim, ils vont se mettre à faire la bracha du Hallel, il dit c'est l'Otit Godedou parce que le Rambam il dit qu'on ne doit pas faire, le Shulchan Arour dit qu'on ne doit pas faire. Donc par rapport au Bedin virtuel des Sfaradim, il est en contradiction avec ce Bedin virtuel. Alors c'est un peu bizarre. Mais déjà, il faut savoir que à Yerushalayim, par exemple, il y avait Rabbi David Ben Shimon, qu'on appelle le Tsouf des Vaches, il y a presque 200 ans, qui est venu du Maroc, qui a acheté des terres à Yerushalayim, à Tel Aviv, etc. Et lui, il a fait ce qu'on appelle le Va'ad à Maharavim. Il a créé un Beddin, justement des Juifs d'Afrique du Nord, dans lequel il y avait aussi des Algériens et des Marocains, des Tunisiens. Et il a donné du travail aux gens parce que c'était la pauvreté totale. Il a construit le premier quartier en dehors de la muraille, avant même Montefiore, etc. On n'est pas encore d'histoire, mais en tout cas, lui, il a fait ce Beddin-là. Et son élève, Rabbi Eliezer Ben Tovo, il a écrit un pirouge du Shulchan Arour qui s'appelle Pkudat Eliezer. Il dit il y en a assez qu'on vient en nous disant il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il dit de la même manière que les Ashkénazes, ils ont leur minag, les Yéménites, ils ont leur minag, les Sfaradim, il dit nous, les Maharavim, donc les Juifs d'Afrique du Nord, on a notre minag, donc ne nous cassez plus la tête. Pourquoi on fait la bracha du Hallel, ou pourquoi ci, pourquoi ça. De la même manière que les Thémanim, c'est une communauté à part entière, nous, les Juifs d'Afrique du Nord, on est une communauté à part entière. Donc Shalom, il n'y a pas de l'Otit Godedou. Donc en gros, il n'y a pas vraiment la svara de les Haronim avant et après Rav Yosef. Ils sont pas très d'accord avec ce lien de Marad et Atra, et ni le problème de l'Otit Godedou. Et qui n'est pas d'accord avec Rav Yosef sur ce point-là? Quelqu'un est venu lui poser une question, il lui demandait de quelle communauté tu viens, d'où tu viens, etc. Et il lui tranchait selon son minag. C'est-à-dire qu'il connaissait tous les poskim, et il dit non, tu dois faire comme un tel, c'est comme ça que tu dois faire. Qui dit ça aussi? Rav Eliashib, qui était mamash le Hamoud Ahora, même Rav Ovadia. Il a une étchouvot. Dans une de ses responsables, il dit il hésitait à se présenter aux élections du Grand Rabbin d'Israël. Il dit j'ai posé la question à quelqu'un qui est plus grand. Il n'a pas dit clairement plus grand que moi, mais il dit à quelqu'un qui est grand. Et il a dit j'ai posé la question à Baba Saleh et à Rav Eliashib. Et même plusieurs fois, il s'asseyait avec lui dans le Betin Agadol. Et vraiment, il considérait Rav Eliashib comme vraiment le Hamoud Ahora à part lui. Et lui, Rav Eliashib, dit non, des Juifs du Maroc ou d'Algérie, Tunisie, etc., qui s'organisent en communauté à part entière, ils ont la mitzvah de continuer à faire leur minagim mais de ne pas changer. D'accord? Et bien sûr, Rav Shalom Messas, qui est, on va dire, c'est le représentant de la dernière génération de la psycha nord-africaine, la mère de trancher l'Afrique du Nord. Bien sûr, il dit qu'on ne doit pas changer. Et il dit, moi, depuis que je suis arrivé du Maroc, je n'ai pas changé d'un iota de ce que je faisais à Meknes ou à Casablanca, et je continue à faire tous mes minagim. Et comme ça, tous ceux qui en Bet Knesset qui s'organisent. Donc si c'est une majorité marocaine, on fait marocain, ou tunisien, de toute façon,
l'Afrique du Nord en soi, c'est une approche de la Torah, donc on va dire il y a 60% 70%, c'est la même chose. Entre le Maroc lui-même, il y a des différences. Dans l'Algérie elle-même, il y a plusieurs différences. On dit il y a la région d'Alger, la région d'Oran, la région de Gardaïa ou de Constantine. Au Maroc, vous avez Tanger au nord, et Casablanca, c'est un autre minag, et le sud avec Tafilalet, etc. C'est des autres minagim. Mais en gros, pareil à Tunis, il y a Djerba, c'est deux minagim différents. Mais en gros, il y a quand même 60% de toute l'Afrique du Nord, c'est la même chose. Et même la manière d'étudier la halakha et la manière de trancher la halakha, c'est une seule et même approche. C'est pour ça qu'il faut voir l'Afrique du Nord comme un seul bloc par rapport à tous les Ashkénazes ou tous les poskim, ce qu'on appelle Aïdot Amizrach, de Syrie, d'Irak, etc. que c'est une autre approche complètement. Donc ça, c'est une première chose. Du coup, il n'y a pas d'accord entre Rav Ovadia et Rav Shimon. Non, ben, nous, on a dit qu'on n'est pas obligé de faire comme Rav Ovadia. C'est parce que bien qu'avec toute sa grandeur, on n'est pas obligé, parce qu'il y a d'autres avis, et pour toutes les raisons qu'on a énoncées, et que ça, Rav Ovadia, il n'a pas à parler de ça dans ses Sfarim, il n'a pas parlé de cette arnaque-là, tout ce qu'on vient de dire. Donc, on n'est pas obligé de faire comme Rav Ovadia pour tout. Bien que les poskim ont dit Kibalnu Oraot Maran à Shulchan Aruch, on n'a pas de poskim qui ont dit aujourd'hui Kibalnu Oraot Maran à Rav Ovadia Yosef. Chaque communauté, chaque grave, chaque posek aujourd'hui, il est libre de dire je fais comme Rav Ovadia Yosef ou je fais pas comme Rav Ovadia Yosef. C'est vrai qu'on essaye de nous faire on va dire un certain lavage de cerveau. On va dire celui qui ne veut pas comme Rav Ovadia Yosef, c'est Assour Gamour. Mais il faut savoir qu'on a sur qui s'appuyer, et de la manière que Rav Yehuda Ayash l'a dit, qu'on n'est pas obligé de faire comme le Shulchan Aruch parce qu'on a le Rashbat, et bien pareil, on n'est pas obligé de laisser tomber une continuité de psycha de 1000 ans parce qu'on est venu en Eretz Israël qu'on va faire comme Rav Yosef. Ça, c'est pour ce point-là. Est-ce que sur ça, il y a des questions déjà? Rabbi David Yosef, il a dit dernièrement. Voilà, je voulais dire. Quoi, il a changé. Oui. Moi, je lui ai parlé personnellement. D'ailleurs, il m'a donné une askama au Sefer. Et il m'a dit qu'en fait, il m'a dit même mon père, il pensait comme ça. Il m'a dit, mais voilà que. Il m'a dit le monde Sfarad, il était inexistant et rabaissé, etc. Donc lui, ce qu'il a voulu faire, c'est quand il a dit d'abord, il fallait vraiment comment dire, les Tsofef Shurot, comment dire, ouais, faut se souder les coudes. Comment on dit, quand on dit serrer les coudes, faut serrer les coudes pour qu'au moins, déjà, on va pas oublier la Torah des Chachmei Sfarad. Et une fois que le monde des Sfarad et Yeshivot est rené, et les gens, Bichlal, ils commencent à savoir. Nous, si on peut, en partie, Bichlal, rapporter toutes ces mécorotes-là, etc., c'est parce que Rav Ovadia, il a fait qu'ils ne sont pas tombés dans l'oubli. Parce qu'en écrivant, si vous étudiez une tchouva de Rav Ovadia Yosef, une raison de Rav Ovadia Yosef de A à Z, vous traversez l'histoire. Vous traversez 1500 ans d'histoire, depuis la Gemara, depuis le Talmud jusqu'à aujourd'hui, et on va dire chaque posek où il était, etc., etc. Donc si, même nous aujourd'hui, on est capable de chercher nos minagim et de trouver des sources en nos minagim, c'est en grande partie grâce à Rav Ovadia Yosef. Donc il a un travail, il dit, mais aujourd'hui que ce travail a été fait, et que Baruch Hashem, il y a beaucoup plus de Torah, des Sfaradim, alors non, chacun il peut revenir à son minag, et ceux qui n'ont jamais abandonné, comme nous, qu'on est venus récemment de France, alors, il n'y a aucune raison de mais il y a certains Français qui sont arrivés ici il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et des fois ils se sont complètement annulés. En France, déjà, il y a une influence. Il y a beaucoup de communautés en France qui font grand. Alors ça, c'est n'importe quoi. Ça, pour ça, on va dire que c'est n'importe quoi. Parce qu'un rave en France qui prend le Yakut Yosef, parce qu'il faut savoir que même quand Rav Yosef, par exemple, il était à la rue Saulnier, et il a vu le Chazan qui faisait la bracha sur le Hallel, il lui a rien dit. Un autre exemple, le rabbin Guedj de Sarcelles, il m'a dit que une fois Rav Yosef, il était là, et ils ont vu qu'il faisait la bracha des Shiva Brachot pour le Khatan et la Kala, même s'il n'y avait aucune Seouda, on mettait le Khatan et la Kala à la Teva, on leur faisait Shiva Brachot Shabbat, sans Seouda. Ça, c'est un minag purement d'Afrique du Nord, qui prend sa racine jusqu'au Ran, qui est rapporté dans le Bet Yosef, dans Even Ezer, et sans Seouda. Bien que le Shulchan Aruch il tranche qu'on n'a pas le droit, c'est Bracha Levatala pour le Shulchan Aruch de faire les Shiva Brachot, il n'y a pas de Seouda. Il y en a qui faut 7, du pain, etc. Nous on dit comme le Yerushalmi, comme le qui est abordé dans le Ran et dans Masaret des Reret, qu'il n'y a pas besoin de Seouda Bichlal. Et Rav était là, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que quand on a sur qui s'appuyer, il n'y a aucune raison de changer nos minagim. D'accord? Donc toute la question se pose pour les communautés qui viennent en Eretz Israël. Mais ceux qui vont prendre le Yakut Yosef et changer les communautés en France, ça c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. Il a du terme, mais c'est quelqu'un qui n'a pas étudié le sujet en profondeur. Et c'est des gens qui veulent pas, tout simplement, veulent pas se casser la tête, parce que c'est très facile d'ouvrir le Yakut Yosef, c'est pratique, on ne sait pas, on n'a pas étudié la halakha en profondeur, on n'a pas vraiment été à l'Yeshiva, on n'a pas étudié, on n'a pas de smicha de Rabbanout, et on ne sait pas trancher une halakha, donc qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le Yakut Yosef et ça y est. Mais c'est pas comme ça qu'on tranche la halakha.
Maintenant, dernier point, avant que je m'attaque à la question de Shimon, c'est maintenant si une communauté, un rav il est venu dans une communauté et il a dit ce que vous faisiez avant, c'est assourd. Mais il leur a pas dit qu'ils avaient sur qui s'appuyer. Est-ce que maintenant cette communauté elle a le droit de revenir au premier minag qui était Mekel, qui était la Kula? Alors sur ça, le rat de base, il y a d'autres rabbanim, d'autres rishonim, le Ritba, etc., d'autres rishonim, ils disent que si un rav il a fait ça, et non mivoutal, le premier minag n'est pas annulé, on peut revenir à ça. Et même il y a un exemple clairement dans le Chot Trefot, où Rav Yehuda Ayash, il dit, moi avant je faisais, pire que ça, lui-même, moi avant je faisais sur ça, j'étais marmire, comme le Shulchan Arour, mais quand j'ai découvert que le Rashbat, il était Mekel sur ce point-là, j'ai changé le minag et je suis revenu à la Kula. Et il rajoute qu'il a demandé à un Rav plus ancien que lui, et qu'il lui a dit qu'il faisait le mettre comme le Rashbat, donc il est revenu au minag de la Kula. Donc si un Rav, il est venu, il n'a pas dit est-ce que vous faites ça à sourd? Voilà, par exemple, mettre l'eau dans la dafina, c'est à sourd. S'il leur a pas dit casser sur appuyé, ça ne s'appelle pas qu'on a changé le minag, on peut revenir à l'ancien minag. D'accord? Maintenant, pour la question de Shimon, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, puisque malheureusement dans la dernière génération, en Afrique du Nord, il y a eu un abaissement un relâchement dans la pratique de la Torah et des mitzvot, etc. Et la grande masse a arrêté. Ça dépend des endroits, ça dépend des époques, ça dépend des villes, mais plus ou moins, il y a eu un relâchement. Donc ça fait que ça a causé un oubli. D'accord, le Maroc et la Tunisie, c'était des protectorats français. L'Algérie, c'était un territoire français. Ils avaient la nationalité française, etc., comme on dit tout à l'heure. Donc, donc maintenant, ça fait qu'il y a eu un éloignement. Et pas tout le monde ne connaît ces minagim. Donc maintenant, est-ce que j'ai l'obligation de chercher ce que même mon grand-père ou arrière-grand-père faisait, ou pas? Alors, la majorité des poskim, Rav Shalom Essaz, Rav Yaakov Hillel, Rav Mordechai Eliyahu, Rav Ben Zion Abba Shaul, ils disent que oui. Et ils ne disent pas que je dois faire comme mon Rav. Il y a marqué qu'un homme il doit faire comme son Rav Mouvak. Il dit ça dépend. C'est quoi un Rav Mouvak? C'est comme quelqu'un qui tranche par lui-même. Quelqu'un qui s'est tranché la halakha par lui-même, depuis les mécoros de la halakha. Alors là, oui, sur ce point-là, s'il a vraiment un koach hasvara, s'il a une force de trancher par lui-même, je dois faire comme lui si c'est lui qui m'a ramené à la Torah Limzot. Mais il dit, si mon Rav, il tranche comme le Rama parce qu'il est Ashkenaz, pas parce qu'il a tranché ça de lui-même. Ça s'appelle une Aveda. C'est comme une Aveda. Il dit, si mon père il a perdu quelque chose et mon Rav il a perdu quelque chose, je dois d'abord ramasser ce que mon Rav il a perdu. Mais si le père de mon Rav il a perdu quelque chose et mon père il a perdu quelque chose, je dois d'abord ramener ce qui appartient à mon père. Il dit là c'est pareil. C'est pas parce que le père de mon Rav il est Ashkenaz et que donc il va me trancher la comme les Ashkenaz que moi je dois le faire comme les Ashkenaz. Donc je dois pas faire ça. Il dit j'ai l'obligation de chercher c'est quoi les minagim. Même Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est un des très grands poskim de la dernière génération, il dit la même chose. Il dit mais cependant si quelqu'un il n'arrive pas ou alors qu'il a du mal ou alors il a fait tchouva avec les Ashkenazim ou avec les Chabad et maintenant il a honte et c'est pas pratique pour lui, etc. et qu'il a essayé et que ça marche pas, alors on lui en tient pas rigueur. Il vaut mieux qu'il fasse Shabbat, Torah, Mitzvot, Kashrut, etc. et qu'il reste Chabad, on va dire, plutôt que de faire toutes les Chumrot et de faire toute la halakha dans tous les détails, mais qu'il va pas se sentir à l'aise. Donc c'est sûr que l'Echatrila, et là c'est que lui qui dit ça, mais les autres disent qu'il a une mitzvah de chercher, même ce qu'on son arrière-grand-père disait. Excusez-moi, j'ai une super question, parce que j'ai vu que ça agit comme ça. Quand il y a eu le Covid, ils nous ont demandé d'arrêter, de faire le plus vite possible, le plus court et tout ça, et donc d'arrêter tout ce qui est les piotim ou les miroirs. Ça c'est autre chose, ça je pique quoi en effet. Alors bien que ça tombe sous le coup de tout le monde. Est-ce que les Chachamim ont institué il y en a qui ont continué après? Comment? Il y en a qui ont continué à... Ça c'est Horacha. Quand il y a une Horacha, c'est-à-dire qu'il y a une permission momentanée parce qu'il y a un piquoir nefesh ou x ou y raison, et quand cette raison elle est passée, on doit revenir. C'est comme les gens qui continuent à prier dans leur garage sans rave de riz. Il y a des communautés qui sont nées de n'importe quoi et qui sont restées comme ça. Donc ça bien sûr il faut faire attention. C'est pas quand on permet quelque chose pour un moment. Est-ce qu'un minag oblige aussi les yéchidim de suivre? Ça veut dire, je m'explique. Shavuot, on essaie de garder le minag de faire les hazarot, de faire la Torah.
Alors donc, c'est les minag du Makom. Est-ce que les Yechidim, ils sont obligés de venir les faire en tant que minag? On avait. Bah oui. Vous dire, bon, ils font le Non. minag, il existe. Est-ce Non. que chacun doit venir? Encore une fois, plus Mais que ça ici, va. vous êtes, je sais pas moi, à 90 ou 100% même, 100%. des Juifs d'Afrique du Nord, et que tous ceux d'Afrique du Nord, ils faisaient la Ktouba de Rabbi Israël Nadjara et les Hazarot de Rabbi Yehuda Bartheloni, etc. Et c'est obligé de le faire. Et celui qui vient pas, il transgresse Qui un vient minag. pas, bah c'est celui qui vient pas faire mincha. Et celui qui vient pas la tefila, qui fait il fait pas la tefila minyan. Eh ben, tant pis pour lui. C'est lui qui perd, c'est lui qui perd, c'est lui qui perd. Donc, c'est sûr. C'est sûr que la Keïla en tant que telle, elle doit tout faire pour s'efforcer de garder ces minagim uniques. Des fois, c'est des minagim. On a certains minagim qu'aucune autre communauté dans le monde n'a gardé. Donc c'est très important. Même Rav Ovadia, il a dit à Rav Pinchas Cohen, qui est le Rav de Netivot, et ça vient justement appuyer, ça vient apporter de l'eau dans le moulin de Rav David Yosef, qui a dit que finalement Rav Yosef il est d'accord avec ça. Il a dit à Rav Pinchas Cohen, quand il a été nommé Rav de Netivot, qui lui c'est un djerbien, il dit tu fais très attention à garder tous les minagim, parce que vous, à Djerba, vous avez des minagim très très anciens, et il ne faut pas qu'ils s'oublient. Il lui a dit fais attention à garder tous les minagim. C'est pour ça, même à Netivot, moi je sais parce que mon beau-père habite Netivot, et il y a un shtibler tunisien, et là-bas ils mettent tous les roches Chodesh en papier. Si tu veux faire comme Rav Yosef et pas faire la bracha sur le Hallel, laisse quelqu'un du Cal faire la bracha. Et à chaque fois qu'il y a une différence, ils impriment, etc. pour dire attention, on ne change pas les minagim. Donc ils ont fait attention à ça. Donc on dit voilà, bon, on a la chance. On a tous aussi, en venant de France, les Français ils ont beaucoup la volonté de se noyer dans la masse, de ne pas se faire remarquer, de bien s'intégrer, etc. C'est bien. Mais il ne faut pas oublier qu'on aussi on a notre pierre à apporter à l'édifice et parfois le judaïsme français, il arrive à pouvoir faire, à apporter un certain équilibre entre la Torah et la vie de tous les jours, entre ceux qui travaillent et ceux qui étudient la Torah. Et ce que dans la société israélienne parfois on perçoit comme une contradiction, eh ben, les Juifs d'Afrique du Nord, ils ont aussi parfois concilié tout ça à la fois. Donc au contraire, on doit être capable de montrer, de continuer et de montrer au reste de la société israélienne que c'est possible.